Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Votre semaine s'est très, très bien passée. Si vous me recevez, merci de confirmer. Sinon, bonsoir particulier à Monsieur Josué Sanou, Nike Massadia, voilà, et Monsieur Yunga Pataou. Oui, bonsoir, monsieur Malo. Monsieur Sanou, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va bien. Bonne arrivée aussi à Monsieur Kassoum, Monsieur Esaïe Ouedraogo, Monsieur Maïga. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur. Et bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? Oui, je me porte très, très bien. J'espère le même chez vous. Ça va aussi, Dieu merci. Et merci toujours pour tout ce que vous faites pour nous. Bonsoir à tout le monde. Je vous en prie, c'est grâce à vous. Voilà, donc, Que Dieu bénisse davantage c'est ça. et Merci, qu'il aide Monsieur chacun dans Maïga. son chacun. Amen. Merci, Monsieur Maïga. Il va faciliter pour nous tous. On va prier Amen, aussi amen, amen. que le pays aussi, il y ait de la stabilité. Voilà. Amen, amen, amen. D'accord, on va demander à Monsieur Maïga de fermer son micro, chose qui est faite. Merci beaucoup. Sinon, il est 20h06 à ma montre. Nous sommes 8 connectés pour le moment. On va revenir. Voilà, on va voir déjà qu'on avance. Voilà, on avance. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, questions de généralité ou encore beaucoup plus spécifiques au module qu'on a vu. S'il y a des questions, ouvrez votre micro, posez votre inquiétude. On pourra donc discuter avant le début de cours. Question particulière? D'accord, sinon, s'il n'y a pas de questions, c'est toujours la même procédure. S'il y en a toujours, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et posez-la. Et donc, pour ce faire, donc, on va continuer. Alors, on va continuer avec le programme. Pour ceux qui suivent déjà en présentiel, on a quand même terminé le module qu'on verra aujourd'hui, l'enquête et l'analyse des accidents. On a fini les normes ISO. Aujourd'hui, si on arrive quand même à boucler ce module-là, je pense qu'en ligne, ça va nous rester que deux modules, notamment les statistiques et les normes ISO et la révision. Donc, on dit que ce long programme donc d'un mois en train de tirer à sa fin, et ça s'inscrit toujours dans cette même continuité-là. Nous, déjà en tant que organisation, on veut s'assurer que vraiment les objectifs quand même de tout le monde voilà, sont atteints. C'est ça le plus important pour nous. Donc, très rapidement, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on rappelle, voilà, rappel de ce qu'on a vu. On va faire un léger résumé avant de pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on a vu la séance passée? Voilà, rappel sur ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a retenu? Un volontaire pour nous expliquer ce qu'il a retenu.
Monsieur Kassouma, son micro ouvert. Oui, si c'est pour intervenir, allez-y, monsieur Kassouma. Voilà, bon, mais je pense que le module de la fois passée parle là de la gestion des déchets. Voilà, comment il faut faire le tri des déchets. Voilà, essayer de classifier les déchets en fonction de leur euh, comment dirais-je, faciliter leur évacuation, si je peux le dire ainsi. Voilà. C'est ce que moi j'ai compris. Merci, monsieur Kassoum. Merci. Alors, donc, la semaine passée, donc, on a parlé de la typologie et de la gestion des déchets. Voilà pourquoi ce thème-là, ça s'inscrivait déjà dans l'environnement. L'environnement, comme on avait vu, comme l'ensemble donc des éléments qui interagissent entre elles et quels éléments? On a l'eau, on a l'air, on a le sol, on a l'homme lui-même et les interactions que ces différents composants-là ont. Alors, c'est dans ce sens-là que s'inscrit cette continuité-là, parce que dans notre QHSE, on voit qu'il y a un E à la fin. Et le E-là, qu'est-ce qu'on doit pouvoir déjà proposer en entreprise à travers ce E-là? Donc, on a parlé déjà avec le module sur le management environnemental, mais pour terminer avec la gestion des déchets, une activité qui nous appartient en entreprise. Pourquoi parler donc de la gestion des déchets? Parce que c'est une obligation réglementaire. L'État, qui est le premier garant, oblige tout producteur donc, de déchets à pouvoir assurer sa pleine responsabilité déjà quant au transport, quant à l'élimination, de sorte à ce que cette élimination se fasse dans le respect donc, de l'environnement. Donc déjà que c'est une obligation réglementaire, gérer donc les déchets de l'entreprise fait partie donc de notre activité. Et donc on avait commencé déjà par voir ce que c'est un déchet. On a compris que finalement, de la même manière qu'on percevait le déchet au départ, mais nous, en tant que QHSC, on va pouvoir donc tirer déjà des bénéfices même de ces déchets-là, partant même de la définition. Et donc, comme définition, on avait vu qu'un déchet déjà, c'est tout résidu qui peut être solide, liquide ou gazeux, destiné à l'abandon ou même qui est déjà abandonné, issu d'un processus de fabrication. Et donc, dans ce sens-là, on a vu aussi ce qu'on appelle le déchet ultime qui nous intéresse, nous. Le déchet ultime, c'est tout type de déchet qui va rester après avoir peut-être révalorisé, après avoir réutilisé, toute cette petite substance qui va rester qu'on ne peut ni valoriser, ni améliorer, ni introduire dans un système de processus sera considéré donc comme un déchet. Et pour ce faire, on a dit que pour pouvoir classer, pour pouvoir catégoriser, pour pouvoir gérer, parce qu'on veut gérer les déchets en entreprise, il faut déjà connaître sur quels principes pour pouvoir le faire. Et pour ces principes-là, il faut les catégoriser. Et on avait vu que on arrivait à catégoriser les déchets en fonction donc des classes, par les nature, par les origines et par les dangerosités. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans la nature? Le déchet, partant de sa définition, il peut être solide, liquide ou gazeux. Partant de son origine, il peut être issu donc des déchets, donc des ordures ménagers, parce que les ordures ménagers, quelques déchets des ordures ménagers peuvent se retrouver sur le lieu de travail, parce qu'on mange au lieu de travail, les ordures ménagères donc sont quelque part là-bas. Deuxième origine, il peut provenir donc des soins médicaux, c'est-à-dire si on est dans un environnement où il y a une clinique, un laboratoire, il y a une infirmerie, etc., on aura ce type de déchets-là aussi. Alors, il peut aussi donc être issu donc d'un déchet donc industriel, dans une industrie par exemple. Et de leur dangerosité, on les avait classés donc en fonction donc de trois catégories, qu'ils soient inertes, banals ou encore donc déchets dangereux. Inerte, qu'est-ce qu'on va mettre dans inerte? C'est tout déchet, toute substance donc, qui ne peut subir aucune modification, telle que le caillou. Le caillou, vous le déposez dans un environnement, il fait 100 ans, il ne peut pas être pollué. Voilà.
Ensuite, déchets banals, c'est tout déchet donc, qui peut arriver à se décomposer, les feuilles des arbres, le papier. Donc, voici ainsi comment on doit se baser donc, sur cette catégorisation-là pour pouvoir donc harmoniser la gestion des déchets. Alors, comment ça se fait de façon pratique? Déjà, partant toujours de la définition donc, des déchets, on a vu que c'est un projet comme toute personne qui, arrivé dans un nouveau lieu de travail, il veut implémenter quelque chose, il doit partir donc sur ce qui existait auparavant. Parce que qui parle de gestion des déchets, il va s'en dire que de la même manière que les gens voyaient les déchets avant, pour eux, par exemple, si nous, on veut apporter un changement, il faut qu'on arrive à faire un diagnostic initial. Pour parler aux gens, voici votre habitude d'avant, vous ne gérez pas vos déchets par classe, par origine. Voici les exigences réglementaires qui nous obligent en tant qu'entreprise. Et pour ce faire déjà, voici ce que moi je propose. Mais partant de ça, on a vu que la réglementation, elle est encadrée. Et elle nous dit que plus le déchet il est dangereux, plus la réglementation aussi, elle est comment? Elle est sévère. Parce que de la même manière que quelqu'un va jeter un bout de papier dans la rue et quelqu'un, par exemple, qui va prendre des résidus de mercure jetés donc dans un fleuve, les deux éléments n'auront pas le même niveau de sanction. Parce que l'un sera beaucoup plus dangereux que l'autre. Et dans cette même veine-là, l'État donc commence donc à resserrer donc ses garde-corps. Et donc, nous, pour pouvoir déjà proposer quelque chose, il va falloir qu'on parte d'un diagnostic initial. Lequel diagnostic initial? On va demander déjà comment vous gérez les déchets ici avant. Quelle est l'entreprise que vous vous appelez pour pouvoir gérer les déchets? Comment celui que vous allez appeler pour venir enlever vos déchets chaque fin du mois, chaque jour, combien ça coûte à l'entreprise? Partant de ce diagnostic initial, vous allez réfléchir à proposer en introduisant un système de gestion passant par le tri. Et le tri va se faire quoi, sur la base des catégorisations nature, solide, liquide, gazeux, origine, ordures ménagers, soins médicaux et enfin déchets industriels et dangerosité inerte, banale et déchets dangereux. On va les catégoriser. Et on va, après avoir catégorisé maintenant les types de déchets, on va faire la collecte. Comment la collecte va se faire depuis le bureau? Parce que si vous êtes sur un site, par exemple, avec une capacité d'accueil de plus de 200, 400, 500 personnes, c'est des tonnes de déchets que vous allez produire par jour, pour ne même pas dire même par mois. Donc, il va falloir déjà gérer déjà l'étape de la collecte du bureau à une déchetterie si le site est vraiment aménagé. Voilà. Et ensuite, maintenant, de la déchetterie à l'enlèvement physique. Et donc, pour ce faire, vous allez déjà étiqueter donc des bacs, former le personnel déjà sur l'objectif, pourquoi on doit pouvoir mettre en place ce système-là. Un, ça va obéir aux exigences réglementaires, mais deux, quels sont les bénéfices financiers même que les gens peuvent gagner au sortir de ce déchet-là. Donc, on va montrer aux gens que en faisant ainsi, parce qu'avant, si les déchets sont mélangés ensemble, quand le prestataire vient prendre, lui, il n'arrive pas, lui, il va vous dire simplement, le déchet est mélangé, moi, je vais peut-être, vous allez me payer parce que si le cyanure est versé sur le papier, etc., moi, je ne vais plus le voir comme un déchet banal. Non, moi, je vais le considérer comme un déchet dangereux. Et donc, les coûts d'élimination donc, seront proportionnels, donc, quoi? Un, aux exigences réglementaires et deux, même aux revenus financiers. Et donc, pour ce faire, vous allez dire, si nous, on essaie donc d'étiqueter nos déchets, pour que les bois cassés, on les mette à part, les ferrailles cassées, on les mette à part, les ordures ménagères, on les met à part, les papiers, on les met à part, les bidons, on les met à part. À la suite, on pourra vendre les bidons, on pourra vendre les cubiténés, on pourra vendre les barriques, on pourra vendre ci, on pourra refaire ci, on pourra réutiliser ci. Et les seuls qui vont rester, qu'on ne peut plus valoriser, on va les appeler les déchets ultimes. En ce moment, annuellement ou mensuellement, on pourra peut-être produire 10 tonnes de déchets, mais des 10 tonnes de déchets, peut-être on va réussir à valoriser, par exemple, plus de 7 tonnes. Il va rester que, par exemple, 2 tonnes ou 3 tonnes même de déchets ultimes qu'on ne peut plus valoriser. Donc, quand le prestataire viendra, le coût de l'élimination de ces déchets ultimes qui restent là sera moindre et l'entreprise gagne en bénéfice. Et donc, voici comment déjà vous pouvez entraîner donc, cette dynamique-là positive. Parce que ce sont les habitudes qu'on doit mener à changer. Qui dit habitude, c'est très, très difficile pour les gens donc, ou encore de convaincre les gens à changer leur habitude. Et donc, une fois que donc c'est fait, vous allez passer ensuite par la collecte. La collecte, comment vous allez
harmoniser déjà la sortie des déchets des bureaux jusqu'à la déchetterie, ensuite des déchetteries maintenant jusqu'à au centre d'enfouissement. Et pour ce faire, l'État donc nous dit de suivre déjà une certaine procédure en faisant par quoi? Par le tri, la collecte, le stockage sur le site et enfin maintenant l'enlèvement, le transport ou même la valorisation avant. Et le plus important pour nous, si on doit confier le transport, l'élimination de nos déchets à une entreprise tierce, nous, on doit s'assurer de pouvoir garder quoi? La traçabilité. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens d'acheter un incinérateur, parce que le principe d'élimination des déchets impose que faudrait que l'élimination même des déchets ne soit pas plus impactant même que le déchet lui-même. Et donc, rassurons les entreprises vraiment qui vont investir, par exemple, des millions, des milliards dans un incinérateur. Et donc, ils vont appeler des prestataires. Nous, en tant que PHSE, on doit s'assurer que ce prestataire-là ait l'agrément déjà en tant que transporteur ou en tant que quoi, structure habilitée capable donc de pouvoir détruire les déchets. Sinon, à chaque sortie de nos déchets, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander donc le certificat de destruction des déchets dangereux, par exemple les jus de vidange, etc., les bactéries. On va demander donc des certificats donc, de destruction. La preuve, nous-mêmes, on va aller voir comment il achemine nos déchets et où il va détruire ces déchets-là. S'il va le faire dans les centres d'enfouissement technique, là encore, c'est encore mieux. Et ça permet donc de gérer donc, le suivi même à travers un registre ou encore un fichier Excel de la sortie de nos déchets. Au sortir de cette étude, on pourra voir vraiment les bénéfices. Et je pense que suite à cela, il y avait des exercices qui avaient été partagés pour ceux qui l'ont fait. Ils auront pu quand même, ou encore, ici, ils ont eu la possibilité de pouvoir en tirer donc de bonnes conclusions. C'est la bonne. Donc, voici un peu, de façon résumée, succincte, voilà, les éléments donc, sur lesquels on avait discuté. Alors donc, pour le module d'aujourd'hui, on va parler donc des enquêtes et analyses des accidents. Je rappelle que c'est toujours la même procédure. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro et posez votre inquiétude. Et les mêmes inquiétudes déjà qui avaient été levées, voilà, je termine avec M. José. Depuis le départ, vous voyez que plus on tire vers la fin, plus il y a moins d'engouement. Donc, pourtant, souvent, les meilleurs cours sont beaucoup plus concentrés donc, vers la fin. Donc, on vous invite toujours à participer. Monsieur Josué a la parole. Et merci beaucoup. C'était, merci aussi pour le résumé. C'était par rapport à l'exercice que vous avez donné la dernière fois et concernant l'évaluation du coût pour le traitement des déchets. Bon, je dirais que quand j'ai essayé le premier coup là, je, je voyais un seul côté. Disons que j'ai supposé que c'était trié en fait. Donc, dans ce cas-là, le coût total, c'était autour de 12 575. Maintenant, bon, je me suis renseigné avec d'autres personnes pour essayer de mieux comprendre. On m'a dit en fait que vu que c'est mélangé là, que on considère tout comme étant des déchets dangereux. Et là aussi, quand j'ai évalué, j'étais à pratiquement 100 et quelques mille. Donc, bon, je vois que le fait que c'est trié, et lorsque c'est trié, c'est moins cher que lorsque ce n'est pas trié. Bon, déjà, c'est ce que j'ai eu comme résultat. Je ne sais pas si c'est juste d'abord. Maintenant, j'ai une question dans ce contexte-là. Bon, si ce que j'ai fait là est juste, bon, je vais déjà d'abord laisser voir votre analyse sur ce point-là. Déjà, c'était ça l'objectif. Pour aller rapidement, c'était ça l'objectif. Parce que s'il va falloir proposer, il faut montrer déjà, il faut faire un diagnostic initial et des études technico-économiques. Techniquement, voici ce qu'on va faire, mais économiquement, voici ce que ça va nous permettre de gagner. Et donc, si vous avez vu que le déchet qui est en vrac, le coût de l'élimination tournait autour de 100 000 francs, pourtant, si vous allez proposer, par exemple, un système de gestion et de tri, le coût de l'élimination, au lieu de 100 000 francs, ça revient déjà à 12 000 francs. L'entreprise déjà arrive déjà à gagner des bénéfices autour de 80 et quelques mille francs, chose qui n'est pas petit. Donc, si c'est une entreprise chaque fin du mois qui arrive à garder 80 000 francs sur un an, c'est quand même beaucoup. Donc, voici un peu terminé avec votre question. Ok. Merci bien. Maintenant, la question, c'est de savoir si on considère tout comme des déchets dangereux. Je vois que aussi il y a les produits chimiques solides. Je crois que les déchets dangereux sont incinérés. Et si on considère ces produits chimiques solides là comme
Et si on les incinère, est-ce que cela ne va pas polluer ne va pas être un risque sanitaire aussi pour les personnes qui seront chargées de l'incinération? Parce que si on brûle des produits chimiques, ça peut dégager encore des produits encore plus toxiques. Voilà. C'était là ma question. C'est ça. Merci, Monsieur Sanou. Alors déjà, je ne sais pas trop si vous avez pris connaissance du support. Voilà, je pense que ça a été partagé. Donc, en supplément, on avait même parlé des incinérateurs. Incinérer un déchet, ça sous-entend que, voilà, il faut déjà éliminer le déchet dans des conditions déjà qui respectent, de sorte à ce que le composant qu'on va rejeter directement dans l'environnement soit moindre par rapport au déchet lui-même. Donc, ça sous-entend qu'il faut tout un dispositif. Il y a des incinérateurs qui sont là, qui suivent vraiment des normes de fabrication et d'éthique même, qui permettent donc de valider sa capacité. À ne pas confondre avec un brûleur. Généralement, ce qu'on a, on voit dans les hôpitaux partout, c'est des brûleurs. Les gens prennent, ils jettent à l'intérieur les déchets et puis ils brûlent. On a le CO2 encore qui est rejeté. Donc, pour dire que si ce sont des déchets dangereux qui seront déjà incinérés, généralement ici, beaucoup plus, même au Burkina, on a le centre d'enfouissement technique qui, Dieu merci, regroupe les trois classes donc, de centres d'enfouissement technique. Donc, s'ils doivent incinérer un déchet, ils ont toutes les palettes et les compétences techniques de pouvoir le faire, partant même de la protection des travailleurs, ensuite même de l'environnement et même encore de la composante même de l'équipement. Donc, soyez rassurés, l'incinération donc se fait dans des conditions qui respectent à la fois la santé, sécurité et aussi l'environnement. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément toutes les capacités de pouvoir avoir un incinérateur, excepté quelques mines. Voilà, c'est certainement certaines mines qui en ont. Et même avec ça aussi, suivent beaucoup donc de procédures pour les destructions. Voici un peu. Voilà, merci. Alors donc, aujourd'hui, on va discuter donc des enquêtes et analyses d'accidents. Pourquoi parler des enquêtes et analyses donc d'accidents? On a voulu clôturer déjà tout ce qui est comme analyse des risques avec cet outil-là afin de vous donner donc toutes les capacités, les aptitudes au sortir déjà d'un accident. Parce que le premier principe de la prévention nous dit tout simplement qu'il faut quoi? Éviter. Ensuite, ils sont bien conscients qu'on ne peut pas éviter tous les risques. Raison pour laquelle on nous dit d'aller à la source. Ensuite, viendra encore d'autres principes pour nous accompagner à mettre en place un bon de prévention donc, sur le site. Parce que nous sommes responsables de la santé et de la sécurité donc, des travailleurs. Maintenant, si on a toujours parlé de prévention, si un accident arrive, qu'est-ce qui nous engage? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Par quel élément on doit pouvoir implémenter encore ce plan de prévention pour éviter encore que l'accident n'arrive? Déjà qu'on a vu avec le rôle de la CNSS et de la Carrefour, tous les enjeux donc liés à un accident. Donc, c'est dans ce sens-là déjà qu'on introduit ce module. On va donc aller avec des thèmes déjà qu'on connaît, comme l'accident. L'accident déjà, on avait vu que l'accident déjà, c'est tout dommage corporel que peut avoir donc un individu. Donc, quand on parle donc de dommages corporels avec des lésions, automatiquement, donc, c'est un accident. Et c'est ce qu'on veut éviter. Mais si ça arrive, qu'est-ce qui nous engage? En première partie, on avait déjà vu avec le rôle de la CNSS. Et deuxièmement, nous concernant aussi, on viendra le voir. L'incident ou le quasi-incident comme l'événement ou l'élément non qui précède l'accident. Comme quoi, c'est un accident donc évité donc de justesse. Le maton est tombé sur sa cheville. Voilà, elle a fracturé sa cheville. C'est un accident. De justesse, il a évité déjà la chute du maton. C'est un incident. Et le danger déjà comme une menace qui a un potentiel de pouvoir créer des dommages. Et ce sont ces dommages-là que nous, en français facile, on va appeler risque. Et le risque qui va se déterminer par la probabilité de ce qui peut arriver et de ce qui peut ne pas arriver. C'est un effet d'incertitude qui est matérialisé par deux éléments, la gravité et l'exposition donc de l'homme face à la gravité. Alors donc, enquêter un accident revient à faire quoi, d'après vous? Quand on parle d'enquêter une enquête, on a quand même tous entendu parler donc d'enquête.
Enquête signifie quoi? Réaliser une enquête, enquêter, enquêter un accident. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela sous-entend? Oui, monsieur Diarra, allez-y. Je pense que enquêter sur un accident, c'est faire toute recherche de risque ou de tout ce qui pouvait arriver, c'est tout ce qui a provoqué l'accident, afin de tirer des conclusions et tirer des leçons sur cet accident pour pouvoir l'éviter pour une prochaine fois. Merci, monsieur Diarra. Autre proposition, l'enquête consiste à faire quoi? Ou doit consister généralement à faire quoi? Quand on dit enquêter, je vais mener ma petite enquête. Alors, donc, pour ce qui nous concerne, enquêter ou l'enquête donc d'accident revient à faire quoi? À rechercher systématiquement des faits, appuyés par des questions, des témoignages qui vont permettre de découvrir le pourquoi et le comment d'un accident. En ce moment, l'accident est déjà arrivé, elle est déjà consommée. Et donc, nous, déjà, on veut travailler déjà à comprendre déjà ce qui s'est passé dans le but déjà de pouvoir mettre en place des actions préventives et en même temps aussi situer donc des responsabilités. Donc, quand on parle donc d'enquête, c'est une cueillette des faits. On sera à la recherche donc des faits. Mais avant donc de parler des faits, à chaque fois en HSE, en QHSE, quand on essaie de parler, on insiste toujours sur la définition. Parce que si on n'a pas la même appréhension donc d'un mot, la suite carrément est biaisée. Donc, on va voir déjà un fait. Qu'est-ce que représente donc un fait? Est-ce que pour M. Diarra, de la même manière qu'il va concevoir un fait, sera de la même façon que peut-être M. Sanou va le concevoir? Donc, un fait pour nous, c'est une action. Comme par exemple, Tom se déplace à pied. Tout le monde voit que Tom se déplace à pied. C'est quelque chose qui est vu, qui est connu de tous, qui ne peut pas être discuté. C'est un état. Le sol est humide. Tout le monde voit. Elle a la vue donc de tous. Et il faut donc des critères, des caractères pour apprécier un fait. Un fait, il doit être concret, il doit être précis, il doit être avéré. Mais un fait ne doit pas être une opinion. À mon avis, par exemple, parce que généralement, quand un accident arrive, généralement, le HSE même n'était pas là. Donc, comment il doit pouvoir déjà rechercher les faits qui ont prévalu à la survenue donc, de l'accident, sans toutefois prendre en compte donc des jugements, des interprétations, des handgriffes, des ondits. Il paraît qu'il roulait, il paraît qu'il avait bu de l'alcool, mais on ne l'a pas vu. Nous, on reste précis sur les faits. Donc, le fait ne doit pas être une opinion. Un jugement, une interprétation, une hypothèse. Il doit être une action, un état, quelque chose qui est concret, précis et même avéré. Donc, quand il y a un accident, nous, on court à la recherche donc des faits. Pourquoi courir après les faits? Parce qu'on va reconstituer les faits pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'arbre, donc les différents éléments qui ont prévalu à la survenue donc de l'accident. On continue d'avancer. Alors, l'analyse donc de l'accident revient à faire quoi? C'est l'étude des faits recueillis. On fait l'enquête, pour rechercher des faits. L'analyse maintenant de l'accident va nous permettre de faire quoi? De faire une étude des faits qu'on a recueillis. On ne peut pas analyser un accident si on n'a pas déjà cueilli les faits. Donc, on cueille les faits et ensuite, maintenant, on va venir analyser maintenant ces différents faits pour éviter la répétition donc, des mesures. Alors, donc pour ce fait, elle se fera donc en combien d'étapes? En 4 étapes. La cueillette des faits, ensuite l'analyse des faits, le choix des recommandations et quoi? Le suivi des différentes recommandations. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la cueillette des faits? Elle va nous permettre donc de récolter le fait. Le fait qu'on a vu qui doit être exempté de jugement, des ondits. Il paraît que nous, on veut quelque chose qui est clair, qui est avéré, qui est précis, qui est daté, qui ne, qui n'est pas la cause, par exemple, d'une discussion. Ensuite, on va analyser les faits qu'on a recueillis là pour voir déjà qu'est-ce qui a marché, quels sont les faits contributifs à la survenue même de l'accident, pour pouvoir rechercher donc les causes et ensuite maintenant faire
identifier donc les différentes recommandations. Et après tout cela, nous, en tant qu'HSE, ce qui nous préoccupe plus après le choix des recommandations, c'est toujours faire le suivi des recommandations. Pourquoi le suivi? Parce qu'il y a des choses qui vont dans les recommandations, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses, par exemple, qui ne vont pas dépendre de nous. Un chauffeur qui a un accident, par exemple, si dans les recommandations, vous dites que, par exemple, vous voyez que le frein, après l'enquête, le frein était cassé, vous allez recommander au mécanicien, par exemple, de votre service, de faire la maintenance préventive. Mais c'est des choses qui ne relèvent pas de vous en tant qu'HSE. Mais vous devrez vous rassurer que le suivi soit toujours respecté. Et pour ce faire, on va toujours entrer dans cette même veine du triangle de Bird. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est familier à nous tous. Bird, on a vu que Bird nous a interpellés à travers les déviations. On a vu qu'une déviation, c'est tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'il doit être. Papa a dit on rentre à 19 heures. Ça, déjà, c'est la norme dans notre famille. Tous ceux qui ne vont pas venir à 19 heures, c'est une déviation. C'est quelque chose qui n'est pas normal à ce qui devrait être normal. Donc, Bir nous dit toujours, faites attention aux déviations. Ne négligez jamais les déviations. Parce que lorsque les déviations arrivent, ce sont des signes précurseurs à travers qui, soit on peut passer pour trouver des causes en se posant des bonnes questions et en même temps de trouver des solutions, soit on néglige les déviations et de déviation en déviation, on va se rapprocher donc d'une blessure sérieuse. Et donc, si on voit que ce soit à la maison, les habitudes du petit frère de l'enfant commencent à changer, sa coiffure change, ses habillements changent, ses heures de sortie changent, les fréquentations changent. Ça a un impact sur ses moyennes de classe. Ce sont les déviations qui doivent nous interpeller. On ne doit pas attendre d'entendre que le petit a agressé quelqu'un pour dire non. On avait des signes annonciateurs. Donc, on doit toujours voir les déviations donc, en ligne de mire. De cette même manière aussi en entreprise. Si on entend que ici, la table à chaque fois qu'on passe, les gens glissent, ils tombent et tout le monde commence à rire, ce sont des déviations. Parce que de déviation en déviation, si rien n'est fait, il va arriver un jour qu'il y ait donc eu un accident sérieux. Alors, l'enquête, on va cueillir des faits, on sera précis et on va voir que forcément, une fois qu'on est persistant, ça va éclairer forcément donc des mystères. Alors, on revient encore sur le fait pour insister, parce qu'on insiste sur le fait. Ce cours-là, c'est un cours déjà où on va faire quand même des exercices assez participatifs. Donc, on invite vraiment de pouvoir participer. Le fait toujours, c'est quelque chose qui sera observable, mesurable. On ne va jamais l'interpréter. On doit pouvoir le voir, l'entendre, le toucher pour pouvoir le voir. Alors donc, pour ce faire, déjà, on va voir quels sont les outils avant de revenir sur les exercices, parce que c'est des choses pratiques qu'on pourra faire. Et une fois que déjà les faits ont été faits, nous, on va voir un outil qu'on appelle quoi? L'arbre des causes. Pour ceux déjà qui ont suivi en présentiel, on a quand même eu à faire et utiliser donc l'arbre des causes. On va terminer ensuite de revenir maintenant avec les différents outils qu'on peut utiliser. Ou on va vous raconter par exemple un fait et vous allez identifier donc les différents. Quel est le fait ultime? Quels sont les autres faits qui ont prévalu déjà à la survenue du fait ultime? Et comment vous allez faire l'arbre donc de la succession donc, des faits. Et donc, après avoir fait déjà la succession des faits à travers l'arbre des causes, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? On a vu, un, il faut recueillir les faits. Deux, il faut les analyser. Trois, il faut proposer donc des recommandations. Après avoir identifié donc l'arbre des causes, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir quelles sont les différentes causes qui ont entraîné la survenue des différents faits qu'on a identifiés. Et donc, si certains ont peut-être de quoi noter, c'est des choses qu'on va s'essayer rapidement pour discuter avant de revenir sur les exercices. Parce que comme on l'avait vu, ce cours-là, c'est beaucoup plus d'exercices. Je vais voir si je l'ai à côté. Sinon, on pourra quand même avancer. Non, je ne pense pas. Je prends par exemple une situation où peut-être Monsieur Josué va m'excuser. Voilà, c'est seulement que j'ai beaucoup plus en tête. Monsieur José, par exemple, considéré comme un mécanicien,
Lorsqu'il finit son travail et rentrait donc dans la salle donc de l'atelier mécanique, il a marché de façon brusque ou soudaine sur de l'huile qui traînait par terre. Il a trébuché, il s'est fracturé donc le pied. Ça, c'est un fait. Ça, c'est par exemple une situation. Et dans cette situation, il s'est fracturé le pied. Le HSE doit venir mener son enquête. Comment il va faire l'arbre donc des causes? Pour faire l'arbre des causes, on nous dit, il faut pouvoir rechercher les faits. On a vu qu'un fait, c'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas interpréter. Mais nous, avant de pouvoir faire, on va rechercher le fait ultime. Et pour trouver le fait ultime déjà, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? On va répondre pour dire que M. Josué, par exemple, s'est fracturé le pied. Ça, c'est le fait ultime. La deuxième question qu'on va se poser, quels sont les autres faits qui ont été utiles pour qu'il se casse le pied? On va rechercher ces faits-là dans cette situation maintenant pour venir les agencer pour faire nos arbres. Ça va nous permettre de faire la cartographie de la succession des différents faits qui ont prévalu à ce que M. Josué, par exemple, se fracture le pied. Donc, en un premier temps, voici comment nous, directement, on utilise les faits à notre escient. Et une fois que déjà ces faits-là déjà sont déjà agencés, harmonisés, on va utiliser encore des outils pour pouvoir identifier les différentes causes à chaque fait. Par exemple, dans l'exemple qui précède, avec pour M. Sanou, le fait ultime, il s'est fracturé le pied. On va voir comme autre fait, par exemple, il traversait l'atelier mécanique, ensuite, il a marché sur l'huile déjà qui était exposée. Bon, on peut déjà rester concentré sur rien que ces trois faits-là. Comment faire la succession des faits, partant même du fait ultime? Le fait ultime, il s'est fracturé le pied. Quel autre fait a été utile et nécessaire pour qu'il se fracture le pied? C'est parce qu'il a marché dans l'huile. Ensuite, quel autre fait aussi a été utile pour qu'il puisse marcher dans l'huile? C'est parce qu'il a traversé l'atelier. Ça, c'est pour rester, par exemple, précis. Voici l'enchaînement donc, de l'arbre donc, des causes de ces faits-là. Nous, ça nous permet déjà de voir la cartographie des différents faits partant du fait ultime. Ensuite, on va utiliser encore un deuxième outil, les 5 pourquoi, pour nous poser la question, qu'a-t-il fallu pour que M. Josué, par exemple, se fracture? À chaque fait, on va utiliser les 5 pourquoi maintenant pour construire maintenant l'arbre des causes dans sa globalité. Une fois que c'est bon maintenant, on va proposer maintenant des recommandations. Et pour proposer des recommandations, on va utiliser encore quel outil? On va utiliser donc les 5 M, pas les 5 S, je précise. On va utiliser les 5 M. Les 5 M, comme on l'a déjà vu, plusieurs fois, on a beaucoup parlé de 5 M. Et en même temps, un outil de qualité, un outil donc de santé et sécurité, on va l'utiliser. Partant même du premier M, qui est le matériel, le deuxième M, qui est la méthode, les méthodes qu'on va proposer. Parce que s'il y a un accident, faussement, le matériel peut-être en est la cause. Ou encore, c'est nous-mêmes nos méthodes qui ont des défaillances. Le troisième M, c'est la main-d'œuvre. Peut-être l'homme lui-même était sujet de défaillance. Le quatrième M, c'est le milieu. Le milieu aussi donc, peut être un élément sensible, un élément donc, qui va entraîner, faciliter mais la survenue de l'accident. Et enfin, la matière. Dans d'autres cas, vous allez voir, on peut utiliser la matière, comme ce cas ici, on n'a pas utilisé la matière. Si on veut l'utiliser déjà en qualité, on peut intégrer la matière. Voici comment se présente donc le 5M. D'autres vont l'appeler donc l'arrêt de poisson, le diagramme d'Ishikawa. Donc voici comment nous on utilise quoi? Les 5M. Ou au niveau de l'effet, on va représenter donc quoi? La conséquence, il s'est fracturé le pied. Quelles sont donc au niveau du matériel les différentes causes qui ont prévalu pour qu'il se fracture le pied? On va voir au niveau du matériel, si c'est un exemple, par exemple, soit l'engin est défaillant, le frein était cassé, voici, on va le citer. Au niveau de la matière, si dans notre cas, on n'a pas de matière, ce n'est pas obligé de le mettre. Nos méthodes, est-ce qu'on a fait la minute de sécurité? Oui, on l'a fait. Est-ce qu'on a fait l'analyse des risques? Toutes les méthodes que l'entreprise met à disposition pour faciliter donc quoi, l'harmonisation du travail.
Le milieu, quelles sont les différentes causes donc, du milieu qui ont prévalu à la survenue donc, de l'effet qu'est l'accident au niveau aussi donc, de la main-d'œuvre. Ensuite, une fois que ces différentes causes ont été donc, énumérées, on pourra maintenant passer de chaque M avec leur cause à proposer donc des actions, que ce soit correctives ou préventives, pour éviter donc que cela n'arrive. Donc, voici aussi comment on va utiliser donc, le diagramme d'Ishikawa. La matière, c'est ce qu'on a vu. La matière, c'est les matières, le matériau utilisé en entrant en jeu. Si on va l'utiliser en qualité, par exemple, vous avez une entreprise de restauration comme matière, c'est tout ce qui est comme matière première qu'elle va utiliser pour pouvoir préparer. Si elle n'a pas de bonne matière première, par exemple, il va s'en dire que ce n'est pas sûr qu'elle pourra atteindre donc, ses objectifs. Donc, à la fois qualité comme santé sécurité. Et donc, le scénario donc, possible, comment l'harmonisation donc, va se faire à travers donc, la méthode donc, du scénario. L'accident se produit. Quelle autre action immédiate avant donc, ce scénario-là? Donc, est-ce qu'on a un autre fait nécessaire et utile pour que l'accident arrive? Et donc, on va voir que l'arbre des causes se fait donc partant donc, de la droite vers la gauche, avec plusieurs cheminements possibles. Elle peut se faire donc de façon linéaire, comme vous voyez ici. Accident se produit, fracture du pied. Qu'a-t-il fallu d'autre et nécessaire pour qu'il se fracture le pied et la marcher dans lui? Ensuite, qu'a-t-il fallu d'autre précédemment aussi? On va voir qu'il a traversé l'atelier. Qu'a-t-il fallu d'autre, par exemple, soit il est hypathé récupérer quelque chose, je ne sais pas trop. Donc, voici comment on va utiliser l'enchaînement. D'un autre côté, on peut utiliser quoi? La conjonction ou la disjonction. Ça, ce sont les choses. On va revenir là-dessus. Donc, pour ce module, on va aller très, très rapidement. S'il y a des questions, il y a des incompréhensions, posez votre inquiétude toujours. Et on termine toujours avec les mêmes éléments donc, de l'enquête. L'élément de la personne va comprendre quoi? On a parlé donc de la main-d'œuvre. Ce sont ses connaissances, les méthodes de travail utilisées, l'état même d'esprit du travailleur. L'équipement, c'est l'état de l'équipement. L'entretien de l'équipement, l'utilisation donc de l'équipement, ce sont les causes qu'on va rechercher dans la main-d'œuvre. Est-ce qu'il a été compétent? Est-ce qu'il n'est pas malade? Etc., etc. Au niveau de l'équipement, pareil. Au niveau aussi donc du matériel, l'état du matériel, l'utilisation même du matériel, l'entreposage aussi donc du matériel qui peut être aussi donc un sujet donc de défaillance. Et dans l'environnement, qui sera synonyme du milieu, c'est les conditions physiques. S'il pleut, est-ce qu'il y avait le vent? Est-ce que le sol était adapté? Est-ce que l'aménagement même des lieux y est? Est-ce que l'harmonisation de la circulation même interne de l'entreprise est bonne? La qualité même de l'environnement, voici des éléments qu'on va mettre au sein donc, du... Alors, qui est responsable donc de l'enquête? Naturellement, c'est le HSE. Quand on va parler donc du superviseur, c'est le HSE qui est en charge donc de l'enquête. Pourquoi? Parce que il est responsable de la santé, de la sécurité donc des travailleurs, de la protection de l'environnement. Donc, lorsqu'un problème immédiat arrive pour ce qui est de son domaine de définition, il va de soi qu'il soit le premier donc, élément à être sur le terrain pour pouvoir trouver donc les différents éléments qui ont prévalu pour que cet accident-là arrive. Alors, il peut aussi impliquer immédiatement le représentant de la prévention parce qu'on parle d'enquête. Il est toujours bon de pouvoir associer donc plusieurs vues parce que quand on associe plusieurs personnes dans le processus même de l'enquête, ça nous permet donc d'élargir le champ donc, des faits. Ça nous permet donc d'avoir tous les faits et ensuite donc de pouvoir proposer parce que peut-être ce que M. Diarra voit, peut-être M. Sano ne le voit pas comme cela. Et l'un dans l'autre, quand tout le monde propose, si l'objectif réel c'est de protéger les hommes, on arrive vraiment à passer donc sur tous les éléments nécessaires. Alors, il va impliquer donc les personnes de ressources aux besoins, les RH possibles, oui, parce qu'on a vu aussi avec la CNSS, il y a un médecin donc, de travail pour des questions, par exemple, purement de la médecine. Il a d'autres, par exemple, d'autres personnes, par exemple, qui gèrent en interne pour d'autres entreprises, par exemple, les secouristes, par exemple, il va les faire intervenir. Il y a d'autres responsables qui peuvent vraiment expliquer les choses, il va les impliquer, il va les impliquer. Des interrogations aussi donc à se faire. Avant ça aussi, il y a des autorités compétentes parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs types d'accidents de travail. On a vu l'accident sur le lieu de travail, c'est beaucoup plus simple. L'accident du trajet où les personnes ressources directement qui arrivent, ce sont les pompiers et nos autorités telles que la gendarmerie et la police. Donc, ils doivent faciliter la collaboration de ces personnes-là parce que ce sont les premières personnes qui arrivent sur le terrain
Ce sont ces premières personnes qui arrivent directement à prendre les premiers faits déjà qui sont sur le terrain. Plus elle est immédiate et plus même déjà, on arrive déjà à voir tous les contours même de l'accident. Donc, plus il arrive à faciliter la collaboration avec eux et mieux il arrive aussi à avoir des éléments nécessaires. Donc, ils vont lui permettre lui aussi, de son niveau, de pouvoir mener donc son analyse beaucoup plus approfondie. Une fois que c'est bon, c'est l'étude minutieuse donc de tous les faits, rechercher donc tout ce qui est non conforme à ce qui devrait être conforme. Alors, donc, les étapes donc à respecter pour chaque fait non conforme à la norme, est-ce que ce fait pris séparément aurait pu contribuer? Donc là, on parle donc de l'agencement, donc de l'arbre, des causes, c'est les choses qu'on va voir. Si oui, on va retenir ce fait. Sinon, elle peut être considérée donc comme une cause immédiate. Une fois que la cartographie donc des faits ont déjà été réalisés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va rechercher les causes. Mais dans la recherche donc des causes, on va rechercher deux types de causes. Pour rechercher les causes, on va utiliser un autre outil aussi que HSU en doit, c'est les 5 pourquoi. Pourquoi 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Parce qu'on se dit que lorsqu'on dit, par exemple, à partir de 5, on a déjà épuisé vraiment toutes les réponses possibles. Raison pour laquelle l'étude a voulu qu'on reste précis, circonscrit sur 5 et pas 6, pas 9, pas 10. Parce que si on va poser la question, par exemple, pourquoi il est tombé, on aurait une réponse. Pourquoi cette chose aussi arrive, on aurait une réponse. Pourquoi? Ben, une fois qu'on arrive à atteindre 5 fois, on n'a plus, par exemple, des réponses possibles. Peut-être les seules réponses possibles, on va dire Dieu. Et là aussi, ça fait aussi sujet donc de débat. Et comme en tant qu'HSE, nous, on est sûr déjà sur réellement ce qui est arrivé. Donc, on va se limiter aux 5 pourquoi. Donc, dans toujours la recherche de causes, on va rechercher deux types de causes. Les causes immédiates et les causes fondamentales, ou d'autres même vont appeler les causes lointaines. Là, on a déjà fini la succession des faits. Dans les causes immédiates, on va pouvoir voir directement, soit c'est les choses directement qu'on arrive à voir par l'esprit d'immédiateté. Automatiquement, il y a eu un accident, on regarde sur sa moto, on voit que son frein est cassé. Donc ça, c'est une cause immédiate. C'est les choses que tout le monde arrive à voir. Soit déjà les conditions pratiques, les conditions du milieu, la défaillance même déjà sur l'équipement, ou même il n'a pas porté le casque. C'est des choses que tout le monde arrive à voir. Donc c'est une cause immédiate. Et les causes fondamentales, c'est des choses qui sont cachées, par exemple, derrière des causes immédiates qu'on ne voit pas, par exemple. Donc, ça peut être par exemple le facteur personnel, le facteur organisationnel, le monsieur stressé, il est arrivé sur le travail, il est dans un burn-out, il a plusieurs fois lancé donc, des alarmes donc, de détresse. Personne n'a donc à pouvoir identifier qu'il est dans une situation dangereuse de burn-out. Ça l'a exposé déjà à prendre un véhicule et de ce véhicule, il a voulu même porter donc atteinte à lui-même sa propre vie. C'est des choses qu'on n'arrive pas à voir. Mais pour pouvoir les voir, il faut se poser plusieurs questions. Raison pour laquelle, dans l'identification des causes, on va rechercher quoi? Les causes immédiates et les causes fondamentales. Alors, exemple, donc, par exemple, de cause immédiate, pas de cadenassage. On revient, il y a eu un accident, il est rentré dans le broyeur, il y a eu un problème, on regarde directement au niveau du bloc moteur, voilà, il n'a pas cadenassé. C'est des choses que tout le monde arrive à voir. Mais pourquoi il n'a pas cadenassé? C'est une cause lointaine qu'on ne peut pas savoir. Utiliser un outil qui est défectueux, une cause immédiate, c'est des choses que tout le monde arrive à voir. Une mauvaise plaisanterie, ça arrive, directement, on arrive à voir que c'est une cause immédiate. Voilà, prendre une position, par exemple, à risque, ce sont les causes immédiates. Mais par contre, les causes fondamentales sont beaucoup plus éloignées. Vous allez voir capacité physique inadéquate, quelqu'un est sur un échafaudage, il perd connaissance et il tombe. C'est des choses qu'on n'arrive pas à voir directement. Le manque de compétence de quelqu'un, si un accident arrive, on ne peut pas savoir s'il a le permis ou n'a pas le permis. Parce que quelqu'un peut avoir le permis et perdre le contrôle de son véhicule. Donc, nous, on va même à la recherche donc, des causes lointaines. Donc, voici comment donc, on arrive donc à rechercher donc, ces différents faits. L'organisation donc, du travail. Vous êtes dans un environnement de travail où aucune organisation n'est là. Aujourd'hui, on vous dit de monter à 6 heures, demain, on vous dit de monter à 9 heures. Vous-même, vous ne connaissez pas votre programme, vous ne connaissez pas votre programme de pause. À n'importe quel moment, on vous envoie. Un accident arrive,
Directement, il peut avoir des causes, mais de façon lointaine, elle peut être due aussi donc, au manque d'organisation même sérieux que vous pouvez donc avoir sur votre site. Exercice rapide, voici une situation. En marchant rapidement, tout en discutant avec un collègue, un travailleur fait une chute en mettant le pied sur une flaque d'huile présente sur le plancher du garage et se fait mal au dos. Quelles sont les causes immédiates et quelles sont les causes fondamentales? Avant de trouver les causes immédiates et fondamentales, on va faire la reconstitution des faits. Donc, pour ceux qui ont de quoi noter, on va aller rapidement parce qu'on n'a pas de tableau pour faire la démonstration. Voici la situation qui est présente. Une situation, par exemple, où l'un de nos employés, par exemple, s'est fait mal. On a dit pour rechercher les faits, un fait, c'est quelque chose qui est vrai, qui est daté, qui est immédiat, qui est exempté de tout ce qui est comme jugement, supposition. La situation, elle est là. Nous, on va rechercher les faits. Donc, quand on a un accident qui arrive aussi, le premier réflexe qu'on doit pouvoir voir, c'est de rechercher les faits dans leur définition. Mais pour rechercher les faits, on va rechercher quoi? Le fait ultime. D'après vous, ici, dans cette situation, quel est le fait ultime? Le fait ultime. Dans cette situation, quel est le fait ultime? Il faut qu'on participe, il faut qu'on participe. Oui, monsieur Sanou. Je dirais que c'est le fait qu'il se soit fait mal au dos. Donc ici, directement, on a dit que le fait ultime, c'est la conséquence immédiate qui est l'accident. Parce que nous, directement, en tant qu'HSE, c'est l'accident même qu'on ne veut pas. Donc, dans toute situation, on va rechercher d'abord le fait ultime pour pouvoir reconstituer quoi? L'arbre chronologique des faits qui ont prévalu donc au fait ultime. Donc, le travail s'est fait mal au dos. Ça, c'est notre fait ultime. Maintenant, on va se poser la question. Quels sont les autres faits qui ont été nécessaires et utiles pour qu'il se fasse mal au dos? On va rechercher en d'autres thèmes les autres faits qui ont prévalu à la survenue donc, de ce fait ultime-là. Donc, chacun peut lire. S'il pense que un fait est contributif, par exemple, il le propose. Deuxième fait, par exemple, proposons rapidement. Proposition. Quel autre fait a été nécessaire, utile pour qu'il se fasse mal au dos, qui a contribué à ce fait utile? Euh, Je propose le fait qu'il ait mis le pied sur une flaque d'huile. Ok, donc on va dire mettre le pied sur une flaque d'huile. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres faits encore qui ont contribué à ce qu'il mette le pied sur une flaque d'huile? Oui, monsieur Suleiman Diarra. Euh, euh, oui, voilà. Oui, Oui, c'est bonsoir, monsieur monsieur Bada. Barry ou monsieur Diarra? Oui, Oui, monsieur Barry. Barry. Oui. Oui, allez-y. Moi, je pense avant qu'il ne mette les pieds sur la flaque d'huile, là, on a parlé qu'il s'est fait mal au dos. Donc, vient, ce qui précède ça, c'est parce qu'il est tombé. C'est parce Il est tombé. il est tombé. OK. Oui. On va prendre monsieur Adama Laura avant de revenir sur il est tombé. Oui, monsieur Laurent, allez-y. Ok, merci bien, Monsieur Bado. Oui, Et bonsoir à tout le monde. Voilà, je pense que avant le fait qu'il ait marché sur la flaque d'huile, on dit qu'il marchait rapidement oui. et il discutait avec un collègue. Ça veut dire qu'il était distrait. OK. Donc, en marchant rapidement, tout en discutant avec un collègue, bon, c'est également un fait qui peut être consécutif à la chute.
Donc, on va retenir marcher rapidement Rapidement. pour ne pas terminer la phrase. OK, marcher rapidement. Merci. Ensuite, d'autres faits contributifs. Avant ça, déjà, M. Barry parlait de qui il est tombé. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un fait? Monsieur Bado. Oui, le micro est un peu faible, hein? Monsieur Kassou Malaisien, oui. Voilà. Selon moi, le fait qu'il est tombé là, ça, c'est pas le fait, ça, c'est la conséquence au fait. Et selon moi, le fait, comme disait le précédent, c'est le fait c'est l'imprudence et puis la distraction. Parce que c'est le fait de marcher très rapidement, voilà, en étant distrait. Voilà. Et puis, l'imprudence là, voilà, ce n'est pas regarder là où il mettait le pied au fait. C'est Voilà, ça. selon moi, c'est. Mhm. D'accord. Donc, on a toujours l'imprudence. Ici, je rappelle qu'on est dans la constitution des faits qui ont prévalu. Et pour ce fait, on va utiliser donc quoi? Des carrés. C'est-à-dire, on va rechercher des faits. Dans la situation, le comité va s'asseoir, on va voir. Le fait ultime, il s'est fait mal au dos. Quels sont les autres faits qui ont été nécessaires? Donc, on peut dire, voici le fait ultime. Deux, on va rechercher tous les faits avant de pouvoir les agencer maintenant à travers un arbre. Donc, on pourra maintenant soit utiliser plusieurs éléments qu'on pourra donc voir par la suite. Donc, M. Barry, par exemple, dit il est tombé. Ici, on ne va pas utiliser, par exemple, le mot tomber. On va dire qu'il a fait une chute. C'est un fait. Tout le monde arrive donc à voir. Ensuite, pour ne pas être trop long, on va se limiter à ces quatre faits-là. Le premier fait déjà, c'est faire mal au dos. Ensuite, mettre le pied sur lui, marcher rapidement et chute. Maintenant, comment on va agencer ces différents faits-là? Pour que tous ceux qui vont venir là vont voir, par exemple, voici le fait ultime, mais voici les différents faits qui ont prévalu pour que déjà le fait ultime arrive. On va organiser ces faits-là. Mais on a un principe qu'on doit respecter en partant quoi? De la droite vers la gauche, en quittant même du fait ultime jusqu'au fait donc, qui est arrivé en dernière position. On va aller comme cela. Donc, avec des carrés, il s'est fait mal au dos. Ça, c'est le premier fait qu'on va garder ici, sous la flèche rouge. Quel est l'autre fait déjà précédent qui a été utile déjà d'après vous pour qu'il ait mal au dos? Avec tout ce qu'on a cité, on a cité quatre faits. Il s'est fait mal au dos, mettre le pied sur lui. Ensuite, on a marché rapidement et chute. Vous proposez quoi qui doit précéder à faire mal au dos? Oui, allez-y. Je propose la chute. La chute, oui. Donc, pour proposer la chute, on va se poser la question, est-ce que la Oui. chute est nécessaire et suffisant pour qu'il se fasse mal au dos? Si oui, c'est bouclé, on passe à l'action suivante. Voici comment on arrive à trouver les faits. D'après ce scénario qu'on a vu, la situation précédente, est-ce que la chute, elle est nécessaire et utile pour que déjà monsieur se fasse mal au dos? Oui, allez-y, allez-y. Oui, Monsieur Bado, moi, j'allais répondre par l'affirmative. Donc, oui, la chute est suffisante pour se faire mal au dos. Donc, si la chute elle est suffisante, on passe maintenant à l'autre fait qui précédait donc la chute. On va se poser encore la même question. Qu'a-t-il fallu d'autre pour qu'il chute? Donc, dans les deux situations, qu'a-t-il fallu d'autre? Proposition? Oui, monsieur Laurent. C'est parce qu'il a marché sur la flaque d'huile. C'est parce qu'il a marché sur la flaque d'huile. Et pour valider ce fait, on va se poser encore la même question. Est-ce que marcher sur la flaque d'huile est suffisant et nécessaire
pour qu'il chute? Si oui, on repart encore au dernier fait. Et donc, on va voir que le dernier fait qui reste ici, d'après tous les faits qu'on a tirés, qui sont utiles pour nous, le dernier fait ici, c'était marcher rapidement et discuter avec ses amis. Et donc, voici ainsi donc l'arbre des faits. Donc, voici comment on constitue déjà. On recueille les faits. Ils peuvent être désordonnés. On va les ranger. Mais pour les ranger, il y a des principes. Ils commencent de la droite, partant du fait ultime jusqu'au dernier fait qui a prévalu. On peut maintenant utiliser encore d'autres outils, par exemple la conjonction comme la disjonction. Parce qu'on va voir que, par exemple, souvent, dans la conjonction, il faut obligatoirement que deux faits soient nécessaires, soient indépendants, mais qu'ils soient nécessaires pour qu'un fait se matérialise. Je prends un exemple. Il y a un accident, il y a un incendie. On va voir que pour qu'il y ait un incendie, il faut obligatoirement deux faits indépendants. Il faut peut-être combustible, parce qu'on a déjà le carburant dans l'air, et l'énergie d'activation. Donc, vous allez voir là, pour qu'il y ait déjà feu. Donc là, on va utiliser la conjonction. Dans un autre cas, on peut vouloir utiliser la disjonction, où on va dire que un seul élément à lui seul est nécessaire pour que deux autres éléments arrivent. Comme nécessairement, quelqu'un vous dira, si je veux aller soit à l'université privée, soit au public, la seule condition pour aller à l'université privée ou au public, c'est d'avoir le bac. Donc, dans l'agencement de l'arbre des faits, on va souvent utiliser, au lieu que ça soit linéaire, on va souvent utiliser la conjonction ou la disjonction. Donc, voici un peu comment on organise, après avoir recueilli les faits, comment on va harmoniser la succession donc, des faits partant de la droite vers la gauche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la reconstitution des faits avec ce modèle? D'accord, donc, on poursuit. Euh, Et je sais pas si vous pouvez un peu revenir sur la disjonction et l'autre là. Moi, j'ai pas très bien saisi. Non, j'aurai. Voilà, on aura un autre module qui détaille beaucoup plus. Mais là, c'était pour vous expliquer beaucoup plus avec, à défaut d'utiliser euh, l'accompagnement linéaire comme le slide qui précédait, où on a vu que le fait ultime ici, c'est fait mal au dos. Quand il fallut d'autres pour qu'il se fasse mal au dos, il chute. Ensuite, quand il précédait pour qu'il chute, il a mis son pied. Ensuite, de suite, c'est parce que donc il était distrait. Voici, on a fait la reconstitution des faits. Mais dans un autre contexte, on va voir que, attention, pour qu'un fait se produise, il faut que deux faits indépendants soient nécessaires obligatoirement pour que le fait qui précède là arrive. Donc, dans ce cas, on va utiliser la conjonction. Dans un autre cas, on va dire non, attention, il faut un seul élément à lui seul pour que deux faits arrivent. Comme quoi, il veut aller à l'université au privé ou au public. On va dire obligatoirement, il faut qu'il ait le bac. Mais on va voir beaucoup plus en pratique aussi, avec un outil. Et donc, voici comment donc ça va se faire. Ensuite, une fois que c'est bon, une fois qu'on a fini de faire la reconstitution des faits, on va rechercher les causes. Vous voyez que la cartographie des faits, elle est là sur notre tableau. Voici, on l'a déjà fait avec les quatre faits identifiés. On va rechercher maintenant les causes immédiates et les causes fondamentales. Les causes immédiates, ce sont les causes qu'on arrive à voir directement. Les causes fondamentales, ce sont les causes lointaines. De cette situation, quelles sont les causes immédiates? Proposition de causes immédiates et proposition de causes fondamentales. Oui, proposition de cause immédiate dans cette situation, proposition de cause fondamentale. Oui, Monsieur Diarra. Et comme cause immédiate, moi, je vais parler de la présence d'huile sur le plancher. La présence d'huile sur le plancher. Ça, tout le Oui. monde voit. Elle est immédiate. Bien vu, Monsieur Mhm. Diarra. Et maintenant, comme cause fondamentale, Oui, et le fait qu'ils discutaient et ils marchaient rapidement, oui. ils étaient distraits. OK. Ils étaient distraits. Mais déjà, il est distrait. C'est quelque chose aussi on percevait dans l'immédiat, par exemple. Oui, c'est ça, Donc, effectivement. on peut aussi le considérer aussi comme une cause immédiate. Dans cette situation, je précise.
Maintenant, on peut avoir quoi comme cause fondamentale d'après vous? Les causes lointaines qu'on n'arrive pas à voir. Proposition, proposition, proposition. Oui, Monsieur Barry, allez-y. Euh, Selon moi, il peut y avoir un facteur de stress. Facteur de Voilà. stress. Oui. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on n'arrive pas à voir. Ou, par exemple, vous avez le travailleur, son patron, par exemple, comment je vais dire ça, le charge tellement qu'il est stressé. Il est obligé donc de marcher rapidement, de courir par là, et ça peut entraîner quoi? Une certaine négligence. Donc ça peut être une cause fondamentale. Deuxième cause fondamentale. Deuxième cause fondamentale, proposition, proposition. Oui, Monsieur Mahamadi. Bonsoir, Monsieur Bado, bonsoir à tous les participants. Oui, Deuxième Monsieur cause Mahamadi. fondamentale, la maladie peut être une maladie professionnelle. Dit que ça nous fait mal, là, ça peut l'engendrer jusqu'à long terme, durant son poste, même au-delà de son poste. Merci, Monsieur Mamadi. Mais ici, on recherche les causes qui ont prévalu au fait même qu'il est mal au dos. Voilà, par exemple, il est tombé. Pourquoi il est tombé? On va rechercher les causes fondamentales, par exemple. Mais ici, d'après vous, on voit qu'il y avait l'huile sur le plancher. D'après vous, qu'est-ce qui est caché derrière l'huile sur le plancher? Quelle cause fondamentale peut se cacher derrière l'huile sur le plancher? Monsieur Bodo. Alors, donc, oui, Monsieur Barry, allez-y, allez-y. Bon, moi, je vois que bon, soit c'est des facteurs de la non-organisation de la circulation, La ou soit la non-organisation de la... ou soit la Oui, allez-y. non-existence la non-existence des drains. Voilà, parce que souvent, dans les zones comme ça, on peut faire des drains pour lorsqu'il y a des Oui, huiles, que les huiles coulent directement pour recueillir vers les un huiles, drain là. pour aller pour aller dans des regards où après on pourra prélever. Justement. Donc, voici des choses qui sont vues, mais c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir. Ça peut relever, par exemple, des facteurs organisationnels. On va vouloir sanctionner, mais on oublie que nous-mêmes, en partie, on est quand même, on a un droit de responsabilité. C'est bien de dire aux gens, ne jetez pas les ordures, ne jetez pas les ordures dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on met pour qu'ils ne jettent pas? Si on ne met pas de bac, on ne peut pas dire aux gens de ne pas jeter. Donc, ça, ce sont les causes fondamentales qu'on n'arrive pas à voir. Il n'y a pas de drain. S'il n'y a pas de drain, s'il y a pas, on n'a pas harmonisé la circulation pour dire les piétons doivent passer par là, comment ils vont pouvoir le savoir? Bon point, Monsieur Barry. Monsieur Sanou, allez-y. Ok, bon, c'était une question par rapport aux causes immédiates. Et Oui. est-ce qu'on peut parler de la précipitation? Puisque on disait qu'il marchait rapidement comme cause immédiate. Je ne sais pas si ça tient là-bas. Donc, dans ce contexte, ça peut être une cause immédiate parce que déjà, la situation marchait rapidement. Donc, il y avait la précipitation. Il y avait la précipitation. Maintenant, il peut aussi y avoir peut-être un autre facteur qui, qui découle par exemple de la précipitation. Donc, voici comment nous, on a fini de faire la reconstitution des faits. Ensuite, on vient rechercher les causes. Une fois qu'on a on a recherché les causes, maintenant, on va proposer les solutions. Pour travailler avec les causes aussi, on utilise aussi un outil qu'on appelle les 5 pourquoi. On épuise tout. Par exemple, présence d'huile sur le plancher. Ça, c'est la première cause immédiate. On va dire pourquoi il y a eu la présence d'huile sur le plancher. Vous allez voir que ça va nous permettre même de revenir encore même dans les causes fondamentales. On va dire, par exemple, comme M. Barry l'a dit, il n'y a pas eu de nettoyage après la vidange. Pourquoi il n'y a pas eu de nettoyage de bon ou encore il n'y a pas de drain? Pourquoi il n'y a pas de drain? C'est parce que peut-être il n'y a pas de nettoyage. Pourquoi il n'y a pas de nettoyage? Parce que les gens ne sont pas formés au nettoyage. Pourquoi ils ne sont pas formés au nettoyage? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Bon, là, vous voyez qu'à partir des 5 déjà, on est déjà. On revient encore sur la deuxième cause. Le travailleur n'a pas regardé où il mettait les pieds. Pourquoi il n'a pas regardé où il mettait les pieds? On va trouver une cause. Pourquoi jusqu'à on va épuiser les 5?
On va revenir encore dans les causes fondamentales. Voici comment nous, on épuise donc toutes les causes avec les 5 pourquoi. Question par rapport aux 5 pourquoi. Si c'est bon, on avance encore avec d'autres outils. Alors, une fois que tout est bon, ça va nous permettre donc de pouvoir proposer donc des résolutions, des recommandations quant aux causes donc immédiates et aux causes fondamentales. Ça va nous permettre donc d'éviter ce qu'on a vu donc qui relève donc de cette figure-là. On a les 5 M. Toujours si on a des défaillances, des trous dans nos procédures, ça va nous rapprocher le danger. Parce qu'on a vu qu'à chaque danger, on a un risque statique qui est déjà là. C'est l'effet de l'homme qui va entraîner le risque dynamique. Une bouteille de gaz, c'est un danger. Le risque statistique, plutôt statique, qui est collé à la bouteille de gaz, c'est qu'il peut exploser. Ça, c'est le risque statique. Mais le fait que l'homme va venir allumer la bouteille de gaz, ça va entraîner quoi? Le risque dynamique qui est évolutif. Raison pour laquelle ici, on nous dit de faire attention à nos différents éléments, nos barrières. S'il y a toujours des différences, ça va nous rapprocher quoi, de la survenue donc d'un accident. Et pour ce faire, une fois que c'est bon, on va proposer donc des mesures, soit de façon temporaire ou soit de mais tout va dépendre aussi donc de la réalité des terrains et aussi donc des ressources donc, qui sont mises à notre disposition. Donc, on va voir déjà toutes les propositions. Est-ce que ces propositions-là déjà sont pertinentes? Comment déjà on pourra donc retenir donc les bonnes informations pour pouvoir donc les amener. Une fois que donc c'est bon, dans le plan d'action, on va trouver des responsables. Par rapport à tel point, qui est responsable de quoi? À quelle échéance il sera responsable, comme on l'avait vu donc, dans le cas donc, de l'inspection, de la rédaction donc, du rapport. Parce qu'on a vu que après la recherche des causes, il y a des choses qui vont dépendre de la gestion, il y a des choses qui ne dépendent pas. Par exemple, la circulation. On va dire, bon, il faut harmoniser la circulation. Il faut des moyens. Les moyens là ne dépendent pas de l'HSE. Si même on a un département génie civil, ils font le marquage, ça ne dépend pas. Donc, vous allez retirer ces parties-là, envoyer à qui de droit, si vous voulez par mail, si vous voulez par une rencontre d'échange, mais toujours en informant le DG que voici, il est informé de ce que, des recommandations. Pour que si demain, le même accident arrive encore, le HSE va dire non, moi je fais ma part. J'ai dit pour ce qui concernait le mécanicien de toujours faire sa maintenance. Voici le mail, j'ai mis le DG en copie. S'il n'a pas fait que demain encore, un autre frein se casse et qu'il y a un accident avec une fatalité, le HSE quand même a fait son travail. On va mettre des responsables. Dans quelle échéance? En fonction même de la criticité même des actions. Et ensuite, on va mettre des statuts pour faciliter donc le suivi, pour voir directement déjà ce qu'on a dit à telle date-là. Est-ce qu'il a fait? S'il ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer à travers des lignes de relance ou encore voir dans quelle mesure on peut relancer jusqu'à ce que donc, ça soit fait. Une fois que donc c'est bon, c'est la rédaction donc du rapport qui sera fait. Raison pour laquelle on évite les accidents sur le site. Parce que quand on parle d'accident, qu'il soit avec fatalité, il y a beaucoup de procédures qui en découlent. Raison pour laquelle on met donc l'accent sur la santé, sécurité donc, au travail. Donc, on a fini ce module-là. Est-ce qu'il y a des questions avant de pouvoir poursuivre? Oui, allez-y. Ok, merci bien. Bon, si je pars chronologiquement, je vois que lorsqu'il y a un accident, il faut faire la reconstitution des faits. Ensuite, il Oui, faut chercher à voir les causes immédiates et les causes oui, fondamentales. Et c'est pour ça. chaque fait, on doit faire les 5 pourquoi. Pourquoi ce fait Oui. est arrivé, pourquoi ce fait est arrivé. Maintenant, après, il y a les 5 M. Les 5 J'ai pas, M, justement. les 5 M, j'ai pas très bien compris comment cela, on doit appliquer ça en fait. Les 5 M, si le temps nous permet, je vais revenir avec un exemple pratique aussi. Ça, il y a même aussi un exercice là-dessus. Les 5 M, lui, on peut l'utiliser pour pouvoir agrémenter, c'est-à-dire en même temps la cartographie des causes et en même temps la proposition des solutions. Nous tous, on va voir à travers le diagramme d'Ishikawa, voici l'effet. Il a cassé son dos. Au niveau du matériel, quelles sont les causes? On va citer au niveau du matériel les causes. Pour que l'architecture en arrêt de poisson soit connue à la vue de tous. On va voir au niveau du matériel, voici les défaillances. Au niveau du milieu, voici les défaillances qui sont reliées aux arrêts du poisson. Au niveau donc de la main de voici les défaillances. Au niveau de nous, maintenant, méthodes, voici au niveau de la matière. Tout est là de façon non. Si le temps nous permet, on pourra revenir là-dessus. Accident et incident, on va aller aussi rapidement, bien sûr, parce qu'on va faire des exercices, même si
nous sommes quand même en ligne pour discuter là-dessus. Donc, l'arbre des causes, les étapes, on va passer rapidement. La recueil de l'information. Et pour rechercher donc les informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcément donc se concentrer donc, sur les faits. Et donc, on a vu que le fait déjà, le plus important dans cette vie, ce n'est pas de trouver des responsables. Même si derrière aussi, on veut rechercher donc des responsables. Parce qu'en entreprise, quand quelque chose arrive, on cherche toujours des responsables. Mais nous, notre objectif, c'est de rechercher donc ce n'est pas plutôt de rechercher des responsables, mais c'est pour trouver donc des solutions afin de proposer des mesures correctives, préventives, pour éviter donc que l'accident n'arrive comme nous le recommande BIRD, etc., etc. Parce que si on dit aux gens que c'est pour rechercher donc des responsables, ils ne seront plus participatifs, non. Ils vont plus dire, ah, voici ce qui s'est passé réellement, parce qu'ils vont se dire qu'eux-mêmes, on peut encore les poursuivre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc éviter? C'est de trouver des solutions immédiatement. Raison pour laquelle nous, on parle d'enquête, reconstitution des faits, recueil des faits, et ensuite analyse donc des accidents. Sinon, dans l'immédiat, si tout le monde veut proposer, voici, tout le monde va parler et le vent va emporter. Mais il faut que ça soit documenté. Pour que si demain, ces mêmes choses arrivent, le HSE va pouvoir faire ressortir des éléments par rapport à dire cette même situation est arrivée. Voici l'analyse qui avait été faite. Voici les recommandations tirées du fait antérieur. Voici ce qui en est de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Et maintenant, comme on le dit, conséquences, conseils. Chacun pourra en tirer donc ses résolutions. On ne cherche pas forcément des responsabilités. Les causes, par exemple, on va pouvoir donc les rechercher. Donc, on va aller directement avec ce qui est réel. Vous allez voir qu'ici, par exemple, on va se composer dans la recherche des faits sur quoi? Tous les jours, les éléments des M. Ce sont les éléments où on peut rechercher, par exemple, les faits. L'individu, le matériel, la méthode, le travail ou encore la matière. Et donc, pour ce faire, vous allez voir, par exemple, on va aller rapidement sur le plus important. Le plus important ici qu'on va rechercher. Voilà. Donc, voici directement comment l'arbre des causes va se faire. Pour faire la succession donc, des faits. Voici le fait ultime qui est là. Vous voyez qu'on part toujours quoi, de la droite vers la gauche. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas linéaire seulement. On a utilisé souvent la conjonction et la disjonction. Je vais vous expliquer. Alors, pour rechercher les faits, on va se poser la question simplement, qu'a-t-il fallu pour que ce fait-là se produise? Si on a déjà retrouvé le fait ultime. Ensuite, une fois que ce fait est, comme on l'a déjà fait précédemment, on va se poser la question, pour les faits précédents, est-ce que ce fait est nécessaire? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est suffisant à eux seuls pour que donc le fait qui suit là arrive? Donc, il faut toujours rechercher donc le fait ultime. Et les trois représentants donc, des faits sont l'enchaînement. L'enchaînement va se faire directement de façon linéaire, comme le slide présent nous a montré. Un, il s'est fracturé le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a eu chute. Donc, le fait qui précède. Voilà, ensuite, parce qu'il a marché dans l'huile. Et ensuite aussi, parce qu'il marchait rapidement. Elle est linéaire. Toujours de la droite vers la gauche avec des flèches. Voici comment l'action va se présenter. Il est tombé. Pourquoi? Vous voyez comment c'est lié par un trait. Ça répond en même temps à la succession donc, des faits. Il a marché donc dans l'huile. On va utiliser la conjonction. La conjonction donc s'explique par quoi? Il faut que deux faits indépendants à eux seuls soient nécessaires pour qu'un fait se produise. Comme ici, il y a eu incendie d'un bâtiment. Quels sont les faits indépendants à eux seuls qui sont obligatoirement nécessaires pour que ce fait-là arrive? On va voir que dans la conjonction, il faut obligatoirement que quoi il ait l'essence et il faut obligatoirement qu'il y ait feu. C'est les deux faits-là obligatoires qu'il faut obligatoirement pour qu'il y ait incendie. S'il n'y a pas d'essence, le feu seul ne peut pas entraîner donc l'incendie. S'il n'y a pas de feu, la source d'énergie, le combustible seul ne peut pas entraîner donc la survenue. Donc, dans un cas, lorsque vous allez être en train de faire le feu, vous allez voir que non, pour que ce fait arrive, par exemple, pour que ce dernier-là, par exemple, arrive à glisser, il a fallu déjà qu'il marche. Il a fallu que, par exemple, encore que, je ne sais pas, il soit encore pieds nus. S'il n'était pas pieds nus, par exemple, qu'il marchait avec une chaussure antidérapant, il n'allait pas tomber. Donc, les deux faits-là sont obligatoires avant sa chute.
Donc, souvent, on peut utiliser, à défaut qu'il soit linéaire, mais dans le questionnement, dans la reconstitution des faits, on va voir qu'on peut, ici, on doit utiliser quoi? La conjonction. On peut aussi utiliser la disjonction souvent, où un seul fait à lui seul est nécessaire pour que plusieurs autres faits arrivent. Comme l'exemple que j'avais pris, pour aller à l'université privée ou publique, il faut avoir donc le bac. Et voici comment ça va se représenter. Le carburant, lui seul, est obligatoirement nécessaire pour que le véhicule, le chariot, tous les engins circulent. Donc, dans un certain contexte, on va voir que dans la reconstitution des faits, soit il faut utiliser la conjonction, soit il faut donc utiliser la disjonction pour faire ce qu'on appelle donc l'arbre donc des faits. Donc, ça, c'est dans la... Après avoir cueilli les faits, ils sont désordonnés. Nous, on va reconstituer donc ces différents éléments. Question. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la reconstitution donc, des faits? Ça, M. Bado. Oui, Monsieur Kassoum, allez-y. Ok. Moi, ma question est relative à la limite, je sais pas, des compétences même de l'HSC en ce qui concerne la constitution des faits. Est-ce qu'il peut arriver que l'HSC, voilà, l'agent HSC peut ait des limites en ce qui concerne la reconstitution des faits? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire appel à des experts, voilà, pour ne pas mal faire la reconstitution des faits et retomber dans les mêmes erreurs, ou bien comment ça doit se passer? Est-ce que ça peut arriver en fonction des accidents, au fait? Déjà, c'est une bonne question, Monsieur Kassoum. Est-ce que déjà, il faut appeler d'autres structures compétentes? Déjà, il faut savoir que en entreprise, on vous recrute, vous êtes responsable déjà de la santé et sécurité des travailleurs. Si pour chaque accident qui doit arriver, on doit appeler, par exemple, d'autres éléments, comment on les appelle, comment des enquêteurs privés ou bien je ne sais pas trop, pour débourser encore de l'argent, on va se dire que vous n'êtes pas compétent. Mais à côté de ça, je pense que les limites, souvent, c'est le HSE lui-même qui s'impose. Parce que déjà, ça va commencer par quoi? Si c'est un accident déjà externe à l'entreprise, la constatation déjà sera faite parce qu'on a vu qu'avec la déclaration à la CNSS, il faut directement le rapport. Donc, ils vont même appeler encore la gendarmerie qui était sur place. Et les gendarmes ou les policiers, ce sont les premières personnes qui arrivent facilement à reconstituer les faits. Vous allez voir en situation quand il y a un accident, déjà avant donc de faire le constat ou encore dans le constat même, on va faire les retracements. À partir des retracements, on arrive même à voir même déjà par le niveau de freinage pour voir directement est-ce qu'il était en excès de vitesse, passer par des calculs même pour voir réellement il était à combien même par rapport à sa vitesse. On arrive vraiment à reconstituer les faits pour voir maintenant qui a raison et qui a tort. Donc, directement en tant qu'HSE dans ces conditions, d'avoir quoi? La bonne courtoisie et aussi donc quoi? La bonne collaboration. Lorsqu'on discute avec ces personnes-là, par exemple, ils vont nous donner assez d'éléments, d'informations pour qu'on peut aller chercher encore d'autres informations complémentaires. Mais si on vient sur le site, on veut se jouer les patrons, ou on vient, on salue personne, on veut se jouer les patrons, c'est pas obligé aussi pour eux de mettre toutes ces informations à votre disposition. Donc, c'est vous-même qui vous imposez des limites. Deuxièmement, la reconstitution des faits se fait par collaboration. Le HSC n'est pas mené à tout connaître. Non, nous, on n'est pas des experts dans tous les domaines. Non. Nous, on va rassembler les experts pour les amener parce qu'on a vu que la lutte contre les incidents, contre les accidents sur les lieux de travail, elle est une culture. Qui dit culture, il faut l'implication de tout le monde. Donc, vous allez voir, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de QHSE, vous allez mener des sessions même de travail par rapport à ces éléments-là, où chacun même va proposer pour qu'on arrive donc à pouvoir trouver donc des bonnes solutions. Voilà. Monsieur Barré, allez-y. Ok, merci, monsieur Bado. Euh, moi, je pense qu'il y a des moments aussi, les HCP ne pas avoir beaucoup d'informations, va avoir des difficultés à reconstituer les faits lorsque, par exemple, l'équipe voilà, qui constitue l'ensemble des personnes qui doivent discuter de l'incident
si, par exemple, les premiers acteurs ne disent pas la vérité, par exemple, à l'ensemble. Voilà, si ou ça, ils veulent dissimuler certains faits, ça peut ralentir ou bien ça peut peut-être amener la société à, en tout cas, aller sur la mauvaise direction et à prendre des résolutions qui ne vont pas pouvoir résoudre le problème à proprement parler. Voilà, mais arriver aussi à faire comprendre à l'ensemble que non, il ne s'agit pas de sanctionner ou bien il ne s'agit pas d'indexer quelqu'un, mais il s'agit de trouver des solutions aujourd'hui pour éviter en tout cas que ces genres de situations n'arrivent en tout cas dans le futur. Et le deuxième aspect, c'est que, bon, il peut avoir, on peut souvent faire des recours à des experts, bon, comme il l'a dit, hein, à d'autres personnes pour en tout cas plus enquêter ce qu'ils appellent généralement l'analyse des causes racines. Lorsque l'événement se répète ou bien l'événement est remarqué à plusieurs reprises dans la zone, ou soit le coût de l'accident est élevé et ça s'est répété une ou deux fois. Voilà, en ce moment, on peut peut-être chercher d'autres éléments, d'autres experts pour pouvoir en tout cas enquêter et détruire la cause réelle. Je prends un exemple de un monsieur qui avait raconté l'histoire une fois. Si, bon, si vous permettez, hein, Allez-y, allez-y. c'est qu'il y a c'est comme des personnes qui travaillent au niveau de la métallurgie ou bien au niveau de là où on font l'or, là, où ils sont exposés au plomb. Voilà. Et on a remarqué que, par exemple, sur cinq personnes, et tous, ils n'avaient pas d'enfants. Voilà. Et comparativement à leurs camarades qui sont mariés, après, ils ont des enfants. Et eux, ils sont restés, en tout cas, depuis, ils travaillent 10 ans, d'autres ont plus de 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils ont commencé maintenant à chercher maintenant la cause réelle. Et de cause en cause, de cause en cause, ils sont allés en tout cas jusqu'à voir leur état de santé. Et ils ont pris par comprendre que non, que le plomb agissait sur leur spermatozoïdes qui les rendait plus liquides. Cela ne permettait pas en tout cas de féconder. Voilà. Donc, je me dis peut-être ça peut être comme ça prend du temps, ça peut être long, mais ça requiert en tout cas de certaines personnes qui sont vraiment habilitées à pouvoir voir au-delà des faits, comme vous l'avez dit précédemment. C'est ça. Merci, Monsieur Barry. Voilà, pour cette belle contribution. Voilà, ça permet aussi toujours d'éclairer. Donc, on n'est pas toujours seul. Tout dépend. Les limites on va poser, c'est celles que nous-mêmes, on va s'imposer. Si on ne veut pas collaborer avec des gens, c'est plus facile. Si les autorités compétentes sont là, pourquoi ne pas aller? Ils viennent faire les premiers retracements. Si on a la médecine du travail, tout, ce sont des éléments directement qu'on peut avoir pour pouvoir rechercher vraiment l'ensemble donc, des éléments pour pouvoir en tout cas améliorer donc, le plan de prévention. Donc, voici un peu M. Kassoum. Alors, on va faire un petit jeu. Ça, je pense que ça peut aller rapidement. Vous voyez ici, par exemple, ils ont fait la succession des faits. Voilà, et voici tous les faits directement qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est de faire, chacun va proposer son arbre. Voilà. Vous allez voir ici quel est le fait ultime et faire l'agencement. Si pour vous, ça peut être linéaire, c'est bon. S'il faut des conjonctions, etc., etc. Donc, ça, je pense qu'on peut aller rapidement. On a piqué au doigt, pas soigner immédiatement, infection panari. Comment on va constituer l'arbre, partant du fait ultime. Si on a des propositions, si d'autres ont de quoi noter, ils peuvent réfléchir très rapidement. En attendant, on pourra donc avancer. Ou bien si on a un volontaire qui veut aller rapidement aussi, c'est la bienvenue. Peut-il qu'il faut avancer? Volontaire sinon? Piquer au doigt, pas soigner immédiatement infection panari, partant même du fait ultime. Ici, d'abord, quel est le fait ultime? Quel est le fait ultime ici? Est-ce qu'on me reçoit? Oui, Oui, monsieur, allez-y. on vous reçoit, on vous reçoit. Non, non, je laisse quelqu'un d'autre proposer. Mais moi, j'ai réfléchi d'abord sur Panarida d'abord.
OK. Monsieur Laurent, allez-y. Une main levée, ce n'est pas Monsieur Laurent. Allez-y, allez-y. On a une main qui est levée. Oui, Monsieur Cara plutôt. Allez-y. Ok, Ensuite, Monsieur bonsoir à Diarra. tous. Bon, pour moi ici, le fait ultime, j'allais parler de Panari. Le Panari, OK. Comment Oui. vous proposez l'agencement? Bon, l'agencement, le Panari, Oui. comme fait ultime, maintenant, les autres faits, j'allais parler de ne pas soigner immédiatement Ne pas soigner immédiatement. OK. l'infection et piquer au doigt. Donc, il s'est piqué au doigt. Oui, Ensuite, il y a eu une infection. oui, Ensuite, il n'a pas soigné immédiatement et s'est entraîné voilà, Panari. voilà. Et vous proposez un cheminement linéaire, c'est ça? Oui, oui. OK. Merci, Monsieur Kara. Deuxième proposition, Monsieur Diarra. Ouais, ils allaient revenir sur la même chose que M. Kara. Oui. Panari Panari. comme fait ultime. Oui. Maintenant, dans l'agencement, pas soigner immédiatement. Pas soigner immédiatement. OK. Oui, oui, infection. Infection. Ensuite. Oui. Ensuite, piqué au doigt. Piquer au doigt, piquer au doigt, oui. OK. Toujours linéaire. Oui, oui. Autre proposition. Ensuite, on va voir la correction rapidement. Oui, une main élevée, allez-y. Bon, j'ai aussi une proposition linéaire, mais c'est Allez-y. peut-être dans l'agencement là que on ne sera pas pareil. Moi, je propose Panari Panari. et infection, Infection. pas soigner immédiatement, Pas et soigner puis, immédiatement. piquer au doigt. Puis piqué au doigt. Bon. Et c'est comme cela, chacun va proposer, jusqu'on Hmm. va trouver donc la bonne formule. Monsieur Laurent, allez-y. Est-ce que Monsieur Laurent nous reçoit? Oui, je n'avais pas ouvert mon micro. Oui, allez-y. Donc, je disais que j'allais proposer Panari, Panari, ensuite infection, infection, pas soigner immédiatement pas soigner immédiatement et piquer au doigt. et piquer au doigt. Donc, toujours linéaire, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci, Monsieur Laurent. Donc, on va voir la correction. On va rechercher le fait ultime déjà. On a les faits, on a fait la reconstitution des faits, on a recherché les faits, on a recueilli les faits. Piqué au doigt, pas soigné immédiatement, infection, Panari. Ici, le fait ultime, c'est le Panari. On va procéder donc de la droite vers la gauche. On va se poser la question, qu'a-t-il fallu d'autre pour qu'il y ait le Panari? Est-ce que le fait qui précède le Panari là est nécessaire et suffisant? Et donc, on va avancer. On va voir que toujours avec le Panari, il y a infection. Obligatoirement, il faut infection déjà pour qu'il y ait Panari. Est-ce que l'infection est nécessaire et suffisante pour qu'il y ait Panari? Oui. Les questions sont posées. Est-ce nécessaire? Oui. Est-ce suffisant? Oui. On va rechercher encore les autres faits. Ici, on a proposé quoi? La conjonction. Pour qu'il y ait infection, il faut obligatoirement qu'il soit piqué au doigt et pas soigné immédiatement. Donc, ça sous-entend que si il n'a pas soigné immédiatement seulement qui est là et qu'il n'a pas été piqué au doigt, on ne peut pas avoir infection. S'il a été piqué au doigt seul et qu'il n'y a pas le fait de ne pas soigner immédiatement, il n'y a pas infection. Donc ici, vous voyez comment on utilise quoi? La conjonction. Deux faits indépendants sont nécessaires obligatoirement pour qu'un fait arrive. Comme quoi, pour qu'il y ait feu,
il faut que les composants du triangle de feu soient réunis. Sans ces composants, il n'y a pas feu. Ils sont indépendants, mais il faut obligatoirement leur conjonction pour qu'il y ait feu. Donc, voici comment on va proposer pour pouvoir trouver. Et généralement, si c'est un comité en entreprise aussi, on utilise plusieurs outils pour s'entendre, pour éviter les frustrations. Donc, on peut utiliser le brainstorming. Le problème, il est là, chacun réfléchit. Et pour amener chaque personne à réfléchir, par exemple, comme le cours en ligne, vous voyez souvent quand on dit Monsieur Laurent, Monsieur Sanou, est-ce qu'il y a des gens pour proposer des éléments? Vous voyez qu'il y a la lenteur. Et c'est comme ça souvent quand on gère, par exemple, un projet. Donc, pour amener les gens à pouvoir réfléchir, travailler, on peut faire le brainstorming sur un principe ou partager des bouts de feuillet aux gens avec des éléments de proposition. Ou on donne peut-être 2 minutes à chaque personne, toutes les idées qui lui viennent à l'esprit d'écrire sur le bout de papier. Et ensuite, on va récolter toutes les idées de tout le monde, sans moquerie, de tout ce qui est écrit sur le papier dans les cases correspondantes. Et après, maintenant, on peut passer par vote pour choisir les meilleures propositions. Le vote là peut se faire de façon globale. On va voir déjà l'ensemble, la majorité, ou encore par vote pondéré. On prend la moyenne, on divise par le nombre de critères de notation pour pouvoir trouver donc des éléments. Donc, on a plusieurs outils encore qu'on utilise pour pouvoir le faire, pour trouver donc les bons résultats au bon moyen donc de prévention. Donc, voici un peu comment on utilise aussi donc l'arbre donc des faits. Ensuite, on va voir les 5 pourquoi et terminer maintenant avec le diagramme d'Ishikawa. Avec cet exemple-là, vous allez voir comment on utilise les 5 pourquoi. Voici un exemple aussi. Dans l'exemple qui suit, en début de journée, l'intervenante à domicile salarié d'une structure d'aide aux personnes âgées se rend au domicile d'un usager en voiture et glisse sur la route détrempée par l'orage qui a sévi toute la nuit. Après un virage, la voiture termine sa course dans un champ voisin sans dommage pour l'intervenant. La voiture nécessitera quelques réparations. Donc, je rappelle que, par exemple, cet exemple, on l'a fait en classe, en présentiel, voilà, avec le tableau, tout et tout. Donc, ici même, on vous donne quoi? Le fait ultime. Que s'est-il passé? La voiture termine sa course dans un champ voisin. Ici, vraiment, c'est un test qui est vraiment bien garni. On n'a pas forcément le temps. On n'a pas le temps. Donc, je vais vous demander de faire une capture peut-être. Voilà, faites une capture. Ou les supports seront partagés en tout cas dans le groupe. Mais faites aussi une capture. Certains pourront le traiter, puis peut-être soit envoyer un inbox ou à la prochaine séance. Donc, voici le fait. On a le fait ultime. Vous allez faire la succession donc, des faits partant du fait ultime. Donc, vous voyez tout ce test-là. C'est à vous de rechercher les faits nécessaires et utiles qui ont prévalu à la survenue donc, du fait ultime que la voiture termine ça. Vous allez les recenser. Peut-être vous allez voir, on l'a fait en groupe. Certains groupes n'avaient pas les mêmes faits par rapport à d'autres. Mais toujours est-il qu'on a réussi quand même à faire le cheminement. D'autres ont utilisé des propositions linéaires, conjonction, disjonction. Et voici comment on va utiliser les 5 pourquoi donc pour le faire. Donc, on va passer en même temps. Voici comment, vous voyez comment les 5 pourquoi sont organisés. La voiture termine sa course dans le voisin. On va lui poser la première question. Un micro, si c'est pour une question, allez-y. Oui, Nikema Sadia. Ah, c'était pas pour une question. OK. Donc, voici comment on va utiliser les 5 pourquoi. Pourquoi la voiture a-t-elle terminé sa course dans le champ voisin? La réponse, elle a glissé sur la route. On va se poser encore la question. Pourquoi? Pour le deuxième pourquoi. Pourquoi a-t-elle glissé sur la route? La route était mouillée. Le troisième pourquoi. Pourquoi la route était mouillée? Il y a eu des orages toute la nuit. Le dernier maintenant, pourquoi? Pourquoi y a-t-il eu des orages toute la nuit? Là, on ne sait pas. Là, c'est le travail de Dieu où on n'a pas de réponse. Raison pour laquelle l'étude a démontré qu'au sortir des 5 pourquoi, il n'y a plus de réponse. Donc, voici comment on a utilisé les 5 pourquoi pour pouvoir rechercher donc des causes. Une fois que vous l'avez trouvé, vous aurez déjà immédiatement donc l'utiliser pour pouvoir donc proposer donc des solutions. Donc, voici comment on utilise donc les 5 pourquoi. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bon, vous allez faire l'arbre. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, chacun pourra s'exercer après. Hein. Voilà. Le fait ultime, la voiture est dans le... Mais ici, ils ont recherché encore d'autres variantes. Parce qu'ils ont élargi même avec les 5 pourquoi. Vous allez voir ici, ils ne sont pas restés précis sur
les faits. Mais au lieu même des faits, ils ont trouvé encore d'autres causes par la réponse donc des pourquoi. Vous allez voir, la voiture est dans le champ voisin. Pourquoi la voiture est dans le champ voisin? Parce qu'elle a glissé sur la route. Pour qu'elle a glissé sur la route, il faut que deux faits soient indépendants, soient nécessaires pour qu'elle n'ait pas tenu sur la route. Il faut que la vitesse 1 soit excessive dans le virage et 2, il faut que le pneu soit usé et non remplaçable. Ensuite, vous allez voir par exemple, vitesse excessive, pourquoi? Parce que on prévoit les temps longs de déplacement. Ensuite, pneus usés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de les changer. Pourquoi on n'a pas les moyens? Parce qu'on se dit qu'on a trop dépensé le budget, etc. Chaque département a son budget. Pourquoi? Il faut proposer donc une aide au financement. Ça nous permet donc de faire cette cartographie-là. Donc, voici comment aussi on utilise donc les 5 pourquoi pour agrémenter, par exemple, l'arbre donc des faits. Maintenant, pour revenir au diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa, on peut l'utiliser en qualité comme résolution de problème. Le problème, on l'utilise, voici comment on va l'utiliser. Donc, c'est un projet qu'on avait d'accompagnement pour une entreprise. C'est un restaurant, voilà. Vous allez voir un peu comment on utilise avec certains outils de qualité. Mais là, on l'a utilisé pour la qualité parce que la qualité répond à un principe, c'est la satisfaction donc, du client. Donc déjà, en même temps, c'est une ouverture. Ceux qui ont des business, qui souhaitent qu'on les accompagne, c'est aussi la bienvenue. Donc la qualité répond à ce principe-là. Qui sont mes clients? Parce qu'on nous dit, si on doit satisfaire les clients, il faut qu'on connaisse déjà qui sont nos clients. Tu ne peux pas vouloir satisfaire quelqu'un que tu ne connais pas. Non. Mais si j'ouvre, par exemple, mon business, il faut que j'arrive à me poser qui seront mes clients? Est-ce que mes clients seront les élèves? Est-ce qu'ils seront les étudiants? Est-ce qu'ils seront les fonctionnaires? Ou est-ce qu'ils seront donc des cadres? Parce qu'on ne va pas les mélanger ensemble. Si on les mélange ensemble, on ne saura pas mieux les satisfaire. Parce que le cadre va venir s'asseoir là-bas. La nourriture peut être bonne, mais l'environnement, il va trouver qu'on trouve les élèves de partout. Et donc, vous aidez même la clientèle. Donc, c'est à vous de trouver des clients. Vous posez la question, qui seront mes clients avant de lancer mon projet, mon besoin? Quelles seront les attentes? Ici, par exemple, ce restaurant-là avait souscrit à un marché, ou ils ont eu un marché, par exemple, où ils devraient livrer à plusieurs entreprises bancaires. Sauf qu'il y avait la concurrence. Donc, on nous a fait appel, on a travaillé sur ce projet. Je rappelle que ça prend du temps. Donc, c'est un projet qu'on lance où on va demander, par exemple, chaque jour dans leurs heures de travail, par exemple, 2 heures, avec une commission pour travailler, pour l'atteinte des objectifs. Et donc, ils nous disent que vous voyez, BOA, Coris, les structures bancaires, il y a trop de personnes. Donc, à midi, le temps de repos, de pause, c'est très restreint. Ils n'ont pas le temps de sortir aller manger. Donc, ils se font livrer. Donc, ils ont créé une application ensemble où les restaurants postulent. Et donc, c'est comme si chacun maintenant cherche, s'il gagne déjà ses clients, il vient le faire livrer. Voici donc on nous a contactés. Donc, on a mené l'étude, on s'est posé la question, qui sont leurs clients? Ils ont dit que ce sont des cadres banquiers. Donc, quelles sont les attentes? On a mené des enquêtes de satisfaction pour voir. Quelles sont les attentes des banquiers? Les banquiers, au sortir de l'analyse, eux déjà, ils veulent que le plat soit de qualité. Il veut aussi que la quantité soit, manger, être bien rassasié avec le plat de qualité. Parce que après, ils avaient une subvention de 1200 dans le temps, je crois, et eux-mêmes, on les coupait 800. Donc, ça faisait un total de 2000 francs par personne, pour chaque plat. Donc, il veut qu'en déboursant 2000 francs, que le plat soit de qualité, mais que la quantité aussi y soit. Il faut aussi que le temps de livraison va en même temps avec le temps de pause, entre 11 h et 12 h. Except, au-delà de ça, ils n'arrivent plus à manger parce que le service a repris. Et aussi, il faut proposer une variété donc, de plats dans la semaine. Il ne faut pas que chaque jour, ça soit le riz, le riz. Donc, voici leurs attentes. Comment satisfaire maintenant ces attentes-là? Eux, ils ont dit leur objectif global, c'est de faire 400 tickets le mois. 400 tickets le mois revient à 2000 francs par personne, 2000 francs par ticket. Donc, 400 tickets, ça peut tourner autour de 2 millions, je pense. Ou encore, je ne sais pas trop, 800 000, un truc comme ça. Et donc, ça tournait comme ça. L'objectif est global. On va répartir l'objectif en spécifique. Ça va à 100 tickets la semaine. Et pour faire 100 tickets la semaine, il va falloir fidéliser au moins 50 clients qu'ils commandent chaque fois au moins 2 fois par semaine. Les objectifs sont déjà spécifiques. Voici comment on va utiliser le diagramme d'Ishikawa avec donc l'arrêt de poisson. Voilà. Donc, le voici avec tous les éléments possibles.
La main-d'œuvre, on s'assoit toujours avec le groupe, on va leur demander, bon, la main-d'œuvre là, vous dites que vous voulez faire 50, 400 tickets ou encore 50, c'est combien 100 tickets, hein, voilà, 100 tickets par semaine. Parce que quand on intègre tout le groupe, vous allez voir souvent, c'est ce qui fait défaut dans des projets, même à titre personnel, hein, c'est des projets. Quand c'est un peu organisé, après, on arrive à être étouffé, on dit non, le projet n'a pas marché. C'est tout ça, il faut des études approfondies. Parce qu'un patron ne peut pas lancer des objectifs et il n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est dans ce sens-là que le diagramme d'Ishikawa peut être utilisé. Donc, on les demande. Le patron, il a assis, tout le monde a assis. Voici l'objectif qu'on veut atteindre le mois. On a réparti en semaines. Chaque semaine, si tous les employés savent que, ah, aujourd'hui, là, on a calculé le seuil de rentabilité de mon business. Moi, pour que mon business soit rentable, il faut qu'au minimum par jour, j'arrive à vendre au moins 50 000. Quand je vends 50 000, je sais que par rapport au courant, l'eau, le salaire des personnes, j'ai déjà atteint mon seuil de rentabilité. En Europe, c'est comme ça. Il n'y a aucun business qui est fait. Tout est calculé déjà avant de se lancer. Le restaurant, c'est que s'il sort, il doit vendre au moins 50 couvercles pour pouvoir rentabiliser. Donc, par jour, s'il n'atteint pas 50 couvercles, il sait qu'il doit rattraper demain pour qu'à la fin du mois, il arrive à gérer toutes ces charges. Donc, on demande à tout le personnel, la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'il vous faut dans la main-d'œuvre pour atteindre ces objectifs? Ils vont là, ils vont exprimer aussi. Ils vont dire, bon, la main-d'œuvre, le client va dire, je n'ai pas assez d'aide. Donc, ça fait que moi, je suis obligé de couper tout, donc ça me met en retard. Voici, chacun va proposer dans la main-d'œuvre. On les explique comment l'outil fonctionne et nous, on les aide ensemble. Vous voyez, c'est ce qui fait le QHSE. Le QHSE n'est pas expert de tous les domaines, mais nous, à travers nos connaissances, on peut accompagner tout type de domaine. On finit la main-d'œuvre, les matières. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez 100 plats par semaine, par exemple, si vous n'avez pas la matière première. Si vous n'arrivez pas à voir comment vous allez approvisionner la matière première, si on dit le riz est fini, le poisson est fini, vous faites comment? Donc, il y a tout ça qui va avec. Par rapport au matériel aussi, vous ne pouvez pas dire que vous voulez des choses si vous n'avez pas beaucoup de matériel, les couteaux, les ustensiles qu'il faut. Dans quelle méthode ça va se faire, dans quel milieu concurrentiel ça va se faire. Et une fois que c'est bon, on va maintenant utiliser maintenant le vote pondéré avec donc toute l'équipe. On va aller maintenant avec chaque M. De chaque M, on va aller avec des critères de notation. Ici, on a voulu aller avec pour garder les meilleures idées. Voilà, et ça nous permettait donc de garder donc les meilleures idées pour pouvoir reconstituer maintenant notre quoi, diagramme d'Ishikawa ou les 5 M. Donc, voici comment ça se fait. L'objectif, c'est de faire 100 tickets par semaine, fidéliser 50 clients de sorte. Dans le milieu, quels sont les éléments qu'on aura besoin dans le milieu pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Point 17, parce qu'on ne peut pas les copier, donc vous voyez qu'on les a numérotés. Donc, voici les recommandations qui sont là. Matière, voici les recommandations. Méthode, voici les recommandations. Le matériel, voici les recommandations. La main de voici ce qu'il faut. Si c'est résolution de problème aussi, c'est pareil. On va rechercher quelles sont les causes au problème. Si c'est l'atteinte des objectifs, quels sont les éléments qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, voici un peu comment on utilise donc quoi, le diagramme d'Ishikawa. Une fois que c'est bon, on fait le plan d'action. Par priorité maintenant des actions, en mettant des responsables, des délais, et on va budgétiser maintenant pour soumettre donc le travail au patron. Ensuite, maintenant, évaluer maintenant l'efficacité donc de chaque action. Donc, voici un peu les outils qu'on utilise en QHSE. Est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit l'arbre des causes, les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa. Donc, voici un peu. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? D'accord, merci. Donc, j'espère aussi que quand même tout le monde, encore, voilà, chacun arrive quand même à comprendre quand on parle d'analyse enquête. Le QHG, c'est tellement dynamique que on l'utilise partout, qualité, santé, sécurité, environnement. Donc, j'avais prévu, Monsieur Laurent, son micro ouvert, si c'est pour intervenir, allez-y. Un exercice aussi pratique qui sera mis à votre disposition. Alors, le voici. Un autre contexte. Là, vous allez utiliser tous les outils. Dans une usine spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques, un accident de travail s'est produit sur une presse mécanique en fin de poste. Un opérateur récemment affecté à ce poste a été grièvement blessé à la main gauche. Alors qu'il procédait au nettoyage avec tout le contenu, hein, après vous allez le lire. Quel travail est demandé? Analyser cet accident à l'aide de la méthode des 5 M. Vous allez rechercher déjà la conséquence ou encore l'accident lui-même.
Maintenant, quelles sont les différentes causes qui ont prévalu au niveau de chaque M pour qu'on arrive donc à l'accident? Pour chaque M, appliquer la méthode des 5 pourquoi. Maintenant, ceux qui veulent encore aller en profondeur, ils peuvent faire la reconstitution des faits. Ça encore, c'est bien. Vous allez aller maintenant avec pour chaque M, bien sûr, les 5 pourquoi. Vous allez utiliser la main d'œuvre, le premier pourquoi, le deuxième pourquoi, le troisième pourquoi. Ensuite, vous allez proposer des mesures correctives, intégrer même les conséquences dans votre tableau et représenter tout dans un tableau avec un plan d'action. Matière. Les matières, vous allez les catégoriser comme ce que j'avais présenté. Voilà, main-d'œuvre. Dans la main-d'œuvre, vous allez citer les causes. Après les causes, quelles sont les conséquences si ces causes-là, voilà. Après les conséquences, quelles sont les actions que vous allez proposer? Qui sera responsable de mettre en place les actions? Dans quel délai il sera responsable de mettre les actions? Et ensuite, maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre un statut. Voilà. Est-ce que au délai proposé, est-ce que ça a été réalisé? Ça n'a pas été réalisé, c'est l'action en cours. Donc, voici un peu comment on l'utilise. Donc, ça sera mis à votre disposition. La correction est en bas. Je vais me passer de la correction. Question? Monsieur Laurent avait son micro ouvert. Si c'est pour intervenir, allez-y. Est-ce que monsieur Laurent nous reçoit? Sinon, en attendant, comme information, le programme suit son cours. Voilà, nous tirons vers la fin. Voilà. Déjà, la sortie est prévue pour le dimanche 8 décembre. Ça va commencer au cabinet et ensuite, on va terminer avec le pot de rafraîchissement au musée. Avant cela, le samedi 7, le secourisme en présentiel. Donc, pour tous ceux qui ont le temps, ils peuvent passer. À côté de ces informations-là, on a M. Sawadogo, qui est bien arrivé sur le site de Houndé, qui a fini l'induction, qui a commencé d'ailleurs. Voilà, donc les autres offres sont toujours en attente. Les CV ont été transmis. On attend vraiment des retours. Autre chose aussi, M. Florent, qui avait eu l'accident, est bien rentré chez lui. Voilà, il se remet un peu. Donc, voici un peu les quelques informations qui sont là. Pour la suite du programme, dimanche, en ligne, il nous reste déjà que 2 modules, les statistiques en santé-sécurité et maintenant la révision et les normes ISO. Les normes ISO, on l'a détaché avec ceux qui le suivent en présentiel, on l'a déjà fait. Donc, il nous reste que 2 modules. Dimanche, voilà, si près à Dieu, M. Nikema est là, donc il pourra gérer les statistiques et la révision, on va le faire ensemble. Voilà, donc voici un peu voilà, la suite donc, des informations. Est-ce qu'il y a des questions ou encore des commentaires? Je ne sais pas trop. Alors, donc, sur ce, je ne vais pas trop prendre votre soirée. Je vais vous dire merci. Merci pour le rendez-vous. Beaucoup de exercices, vraiment, faites l'effort aussi de les traiter. En inbox, vous pouvez me les faire parvenir ou sinon pour les prochaines séances. Donc, prenez soin de vous. Au passage, je salue aussi M. Kara. Voilà, M. Kara, Dama, qui est sur le site de Mana. Voilà, j'espère que tout se passe bien là-bas. Beaucoup de courage à vous surtout. Voilà, beaucoup de courage. Ok, merci, Monsieur Bado. Merci pour la pensée et surtout Merci. bonne suite à nous tous. Voilà, merci. Donc, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous et puis bonne fin de semaine. Rendez-vous dimanche, samedi pour ceux qui suivent en présentiel. Voilà, bonne soirée.